Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film de moustachu, Police fédérale Los Angeles, sorti en 1985 de William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste. Et dans le casting de ce joyeux film, on y retrouve William Dafoe, William Louis Peterson et même, comment il s'appelle, Turturro, John Turturro. C'est Willem. C'est pas William, c'est Willem Dafoe. Willem, pardon, excuse-moi. Et en seconde partie d'émission, nous allons chanter et danser en vous parlant du dernier Spielberg, West Side Story, et on ira vivre un bout d'été italien du côté de Naples grâce à Netflix et le film La Main de Dieu. Bien sûr, on terminera cet épisode par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter l'équipe présente autour de cette table, je vous pose la question qui animera nos débats. Le cinéaste et le faussaire partagent-ils l'art d'altérer la réalité ? Il est temps pour moi de vous présenter mes comparses, en commençant par Julien. Bonjour Julien. Oui, salut. Loris. Bonjour. Et Mathieu. Bonjour les garçons. Salut Mike. Comment allez-vous ? Bien et toi ? Ça va. Alors, on a laissé pousser la moustache. Moi, je l'ai tout le On temps. s'est laissé poustache. Bon, il y a quand même On peu se de laisse moustache au final. Peu Au de final. moustache. Tu Non. rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Non mais là, les personnages principaux. Ah oui, non mais d'accord. Bah oui. Il fallait bien qu'il passe à la caméra quand même. Mais attends, Non mais les figurants sont moustachus. C'est un prérequis dans J'ai les même années vu. 80. sur certains plans des moustaches qui se baladent sur le trottoir. Là, je me suis dit, c'est vraiment les Il y a années des 80. meufs qui ont des moustaches aussi, je crois. Ah non, mais ce film respire et sent les Testostérone. années 80. La testostérone, oui, mais les années 80, j'ai jamais vu ça, quoi. Ah, sinon, Oui, oui et non. oui, j'ai jamais vu ça. Si, on l'a déjà vu. Mais c'est vraiment un très bon film. C'est une bonne enquête. L'ambiance est bien posée. Seulement, moi, il y a des trucs qui m'ont des fois sorti du film, et c'est notamment, toutes ces étiquettes des années 80 dont finalement ils sont victimes, mais ils peuvent pas faire autrement. Le film est sorti dans les années 80, c'est ce qui marchait à l'époque. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, t'entends cette BO. Mais j'avais l'impression d'être dans le flic à Beverly Hills tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je rentrais dans le film par sa narration et par sa mise en scène qui est très bonne et qui me donne envie de regarder un bon polar, en fait. Et d'un coup, j'ai une scène qui change et j'ai la zik qui commence derrière, avec du synthé et les trucs des années 80. Et ça me ressort tout de suite et je me dis, ah putain, alors attends. Ah ouais, ok, c'est quand même bien. Allez, je me replonge dedans, je regarde. Quelle est l'intrigue? Et en fait, c'était ça un peu mon problème avec le film. Je vous rends tout de suite la parole. Je vais juste dire un titre de film. Hit, Michael Mann. Ouais. La BO. Mmh. Il y a des moments pareils qui peuvent te sortir du film Mhm. parce que justement, il joue aussi sur des passages de synthé. On est 10 ans après. Michael Mann a aussi eu un rapport toujours un peu, on va dire, pas compliqué, mais un peu en fait original avec comment il appréhende la musique dans ses films. Et ce film-là, par contre, la différence, effectivement, quand tu dis qu'il est marqué années 80, oui, mais pas tout à fait. Il est marqué années 80 parce que par tout ce qui l'entoure, effectivement, la musique, ce genre de choses, mais parce qu'il développe par cette thématique, par la noirceur du film. Et c'est un peu l'antithèse de ce qu'on voyait dans les années 80. Mais je suis pas le seul, ça vous a aussi quand même sorti un peu du film, non, ou pas, cette Avant BO? de parler avec vous, puissiez parler de votre ressenti autour du film, je vais faire un petit pitch pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu ce film. Donc c'est l'histoire de Richard Chance, qui est un flic un peu tête brûlée, obsédé par la traque d'un faussaire qui s'appelle Rick Masters. Et donc il y a un jour où son coéquipier, donc le coéquipier de Richard Chance, est abattu alors qu'il mène une enquête un peu de son côté, solo sur Rick Masters. Et donc il est tué et Chance va petit à petit dévier de la légalité pour parvenir à ses fins et régler ses comptes avec Rick Masters. Voilà. Masters, ouais. Dans un, on peut dire, bain de sang. Ouais, c'est gore comme film en fait. Ouais, c'est très gore et C'est violent. dur, ouais. Juste rapidement pour revenir à la musique,
je la supporte pas non plus, hein, la bande originale. Et ce qui est rigolo, donc c'est le groupe, comment il s'appelle ce groupe-là? Wang Chang. Donc c'est un groupe de wave britannique. Ouais, moi je m'attendais pas à ça non plus, parce que j'ai lu Wang Chung, je me suis dit, oh. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Fried King, il s'était mis d'accord, il les voulait, tu vois. Et puis il a dit au gars, bon bah vous me composez le score par rapport, pas sur le scénario, mais sur les images. Mais il leur a donné un truc, il a dit, vous faites ce que vous voulez, les gars, vous avez carte blanche. Par contre, je ne veux pas de chanson titre. Donc il s'appelle To Live and Die in LA. Il y en a quand même eu une. Et bah dès le début. Le film commence avec ça. Donc les mecs en fait quand ils sont venus avec dit voilà bah on a fait ça comme ça. Ouais bah vas-y faites-moi écouter. Je dis mais les gars, foutez ma gueule, je vous ai dit que je voulais pas un titre qui s'appelle comme ça. Ouais, et puis au bout d'un moment Fried King il fait OK, ça me va, on la met. Mais parce que comme tu dis, le Fried King quand il écoute ça, je pense qu'il la trouve même bien. Il en voulait pas mais il la trouve bien parce que ça fait un peu standard des années 80 de rien. Ouais, c'est clair. Bah moi ce film-là, je l'ai vu en version française. Voilà, ce qui m'a pas du tout fait apprécier le film. Je l'ai vu en version française comme Julien, non? Je pense que tu as vu aussi le film en version française. Ouais, j'ai vu les deux, moi. Ah, t'as vu les deux? Ouais, bah après la française, j'étais tellement dégoûté, je me suis dit, non, mais faut que je le mette en Ah VO, oui, ouais, mais en fait, moi j'ai trouvé l'astuce pour le regarder en anglais il y a 5 minutes. C'est pour ça on rappellera la nécessité quand vous avez la possibilité de regarder les films en VOST. Ouais, c'est ça. Moi, même si j'ai tendance à défendre certaines VF justement des années 80-90, oui, bon, celle-ci, elle est complètement ratée. Voilà. Mais voilà, et ça sort du film, ça m'a sorti du film carrément, et puis en fait ça m'a fait rater toutes les intentions en qualité. Très rapidement, les échanges ont l'air moins sérieux, l'intensité est moindre. C'est la lecture n'est pas la même en fait. Exactement. Donc après l'histoire est fait quand on en a parlé un peu ce matin avec Mathieu. Moi je lui disais que c'était des histoires qu'on avait déjà vues, mais il me disait que non parce qu'effectivement des histoires de chasse de faussaires comme ça. Ouais. Ça n'existait pas, enfin voilà. Mais moi quand je voulais dire ça, c'était un voleur et c'est un flic. L'histoire du faux monnayeur, elle est quand même assez dingue, surtout au début quand il nous montre comment il fait la fausse monnaie. C'est hypnotique. C'est vrai. Ah ouais, c'est brillant. Trop bien. C'est brillant. Parce qu'il a appris vraiment à le faire pour le film. Hein. Bah en fait, non mais alors oui, il a appris à le faire. Tu sais à qui il a appris à le faire? Avec un vrai faux monnayeur qu'ils ont fait sortir de prison. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des soucis d'argent qui avaient disparu sur le plateau, je crois. Et le FBI est intervenu même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les accessoiristes qui devaient conserver les faux billets, en fait, ils étaient juste imprimés sur le verso, pas sur le recto verso, uniquement sur le verso. Et il y a un des gars qui bosse avec les effets spéciaux et les accessoiristes, qui a emmené une poignée de billets chez lui à la maison. Le gosse, il voit ça, ces gosses, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la thune, et puis il va acheter des bons becs. Inévitablement, tu vois, et forcément, t'as le FBI, eux, ils voient les bifetons, ils remontent à la source très rapidement, et un jour, ils sont allés sonner chez l'accessoiriste, qui lui a dit, non mais, le patron, c'est William Friedkin. Donc, les gars, ils ont appelé William Friedkin, et Friedkin leur dit, ok, y a pas de souci, vous avez un mandat pour venir me voir? Il fait, non, monsieur, on n'a pas de mandat, mais par contre, vous allez venir nous voir pour nous expliquer. Il dit, mais les gars, je tourne un film, donc si vous n'avez pas de mandat pour me faire déplacer pour cette histoire de fausse monnaie, je ne viendrai pas. Et il a plus jamais eu d'appel. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il a fait, lui, avec ce pognon? Il a dit, je me suis payé quelques restos et j'ai filé du pognon à des scieurs de chaussures et puis ainsi de suite. Mais non. Et ça a duré quelques temps. C'est pas vrai. Il l'a mis en circulation? Ouais. Il avoue ça dans son autobiographie. Ah, l'enfoiré. Et pas grand chose. Il a dit quelques dollars, toi. Il a dit, je me suis payé une fois un gueuleton, j'ai filé un peu de thune à un cireur de chaussures et puis de l'autre, un peu de pognon à quelqu'un d'autre. Il a fait circuler ça, mais pas grand chose. Maintenant, il peut le raconter, tu vois. Oui, ça fait. Il y a prescription. Ouais, c'est clair. Mais dans son autobiographie, il en parle, c'est rigolo. Et ça, effectivement, comme tu disais, Lolo, au début, quand il nous montre comment il élabore ça, comment il fait, c'est vraiment captivant. Ah ouais. Putain, c'est vraiment, vraiment génial. Et après, tu vois les étapes, la minutie. Mais d'ailleurs, le faussaire dans le film, donc Masters, c'est un artiste. C'est pas juste un vulgaire. Vulgaire, je vais dire vulgaire, mais faux monnayeur. C'est à la base, c'est un artiste, c'est un peintre parce qu'il peint il flambe ses toiles et il a un rapport à cet argent qui est très artistique. À un moment donné, il le dit d'ailleurs, il dit, il ne vaut plus rien pour moi, quelqu'un d'autre l'a touché. Donc cet argent-là, effectivement, ça lui permet de faire de l'argent, mais j'ai l'impression qu'il a pas tant besoin que ça. Finalement, non, t'as raison, oui, c'est un artiste, quelque chose d'artistique, quoi. Exactement. Ouais, c'est son rapport à l'art. T'as pointé le doigt exactement. Je pense sur le nœud en fait de ce personnage-là et de cette intrigue, c'est que il se fout final de l'argent, de la valeur pécuniaire de l'argent. Lui, la valeur, c'est la valeur artistique. Et c'est ce qui le rend encore plus machiavélique et encore plus mauvais.
Tu vois, dans ses réactions de tuer quelqu'un, ça n'a aucune importance puisque tuer quelqu'un, ça remet, qui pourrait mettre en péril son art, tu vois, et pas mettre en péril sa fortune. Ils s'en foutent de l'argent. Oui, c'est pas juste un businessman de Non. certaines décisions qu'il va prendre, effectivement. Puis ils ont pris Willem Dafoe. Alors Willem Dafoe, c'est au début de sa sourire c'est- carnassier qu'il a. C'est son ce mec. premier film. non, sais pas. non, c'est pas son premier film, mais je crois En que tout c'est cas, il est tout jeune, quoi. Oui, alors attends, Il est pas connu encore, de toute façon. Qu'est-ce Ouais, qu'il avait cette fait, Willem époque-là. Dafoe? Bah non, alors à cette époque-là, on est quoi? Il avait fait 85. Ah oui, non, oui, punaise, mais je l'avais oublié. Il avait fait en 84, il fait Streets of Fire de Walter Hill. Il joue une saloperie. Donc moi je pense que Friedkin, il a dû voir ce film, il a dit putain mais lui c'est vraiment la pire crapule du monde, il me le faut dans mon film. Tu vois. Parce que après il va jouer dans Platoon en 86. En Platoon en 86, il joue le bon gars. Ouais. Il va quand même jouer Jésus après chez Martin Scorsese. Relativement bon gars. Voilà, il a pas eu que des rôles de salaud. Mais c'est vrai que dans les rôles de salaud, c'est là où il est le plus marquant parce qu'il a Il ce a la faciès. gueule. Eh Il a ouais, cette c'est gueule. ça. C'est une gueule de cinéma, Willem Dafoe. Et Peterson aussi, moi ça m'a un peu... alors j'ai bien aimé le revoir parce que comme je suis pas un grand cinéphile, moi je l'avais vu que dans Les Experts Las Vegas en fait. Ah oui. Déjà, ça Comme t'a tout le choqué, monde. j'imagine, de le voir avec 30 kilos de moins. Ouais, c'est clair. Par contre, il a la même démarche, hein. Toujours le petit balancé chaloupé vers la gauche oui, comme ça. exactement ce que je me suis dit. Quand il va d'un bureau à l'autre, il a Ouais. la même façon de... Mais il a pas un peu les jambes arquées. Et ici, ça, c'est Ouais, c'est ça, ça, en fait. hein. Ouais, Ouais. exactement. Mais en fait, il y a eu ce film-là. Et après, bon, on en a déjà parlé il y a 2 semaines brièvement. Il a fait Manhunter de Michael Mann. Ouais. Tu vois, et donc, coup sur coup, il a fait 2 films. Alors, c'est très intéressant parce que ces 2 films-là n'ont pas marché. Mais les 2 films ont été hyper influents. Ouais, bon. Ça. C'est vrai que si on va plus loin, enfin, dans ce film-là, en termes de mise en scène, il y a des idées assez géniales. Je veux dire, enfin, je fais un grand pont, mais la scène de course-poursuite en voiture, c'est une des meilleures que j'ai vues dans le ciné, vraiment, quoi. Et j'en ai vu plein. Déjà, elle est tournée avec puis- avec de vrais cascadeurs. Ouais. Tu sens qu'il y a des vraies cascades, il y a des vraies prises de risques complètement folles. et pour l'époque, c'est un truc de malade. Et puis, il faut juste rappeler un truc, c'est que au niveau des cascades et courses-poursuites, on parle du mec qui a réalisé French Connection. Ouais, Donc, voilà, il y a une des il en plus avait gros- déjà fait une. Ah ouais, donc qui est une des plus mémorables. Considérée comme la plus grande course-poursuite à l'époque. À mon sens, ouais. Alors, Surtout qu'elle était un peu genre en mode guérilla, quoi. complètement, C'est-à-dire, complètement. Alors il y a ceux qui disent oui, c'est Bullitt avec Steve McQueen qui a tourné quelques années avant, mais French Connection, comme tu dis, c'est en mode guérilla. C'est le même prod d'ailleurs, non? Alors c'est le même prod, mais ouais, oui. Alors putain, maintenant le nom m'échappe. Je sais plus qui était à la prod. Mais en tout cas, Friedkin quand il fait French Connection, enfin quand il choisit de faire Police Fédérale Los Angeles, il dit je veux faire mieux que French Connection. Ouais. Donc tu vois, près de 15 ans après. Et là où c'est dingue, juste pour venir là-dessus, sur la Irving course. Levin à Hein la production. Irving Levin à la production. Irving Levin, ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Et ce qui est rigolo, c'est que le chef-op qu'ils ont choisi, donc le chef opérateur, c'est Robbie Muller. Robbie Muller, donc qui était connu pour faire les films chez Wim Wenders comme Paris, Texas. Friedkin le voulait absolument parce qu'il s'est vachement joué, c'est sur la lumière, sur les contrastes dans la lumière. Le film est très chaud, tu vois, à ce niveau-là. Et il le voulait lui. Et au moment de faire la course-poursuite, Muller, il dit « Ah mais les gars, moi je suis incapable de faire ça. Je suis pas capable. » Donc ils ont pris un petit gars. Il y avait un petit jeune qui traînait dans le coin, un novice qui lui dit « Ouais, non mais c'est bon, moi je peux le faire. Toi tu peux faire le chef-op. Ouais, je peux le faire. » Et ce mec-là, vous savez qui c'est? C'est Bob Yeoman. Ah mais c'est qui Bob Yeoman? Bob Yeoman, c'est C'est qui merci Mike. C'est le chef opérateur de Wes Anderson. Rien à voir. Ah oui, d'accord. Il fait tous les films de Wes Anderson. Donc la patte visuelle que vous voyez chez Anderson, c'est ce chef opérateur-là. Ouais. Et ce mec-là, il fait ses bases, ses gammes chez Friedkin pour une scène de course-poursuite. Énorme. Improbable. Ah, c'est clair. Vraiment improbable. Mais le mec, en plus, il a 20 ans. Il est tout jeune quand il fait ça. Énorme. Mais en même temps, moi je le comprends. T'as le chef-op qui dit « Moi je suis incapable de le faire ». Là, il y a un second assistant d'assistant de mon cul, tu vois, qui tourne et fait « Non mais moi j'ai 20 ans mais je peux le faire ». Et Friedkin, il regarde « Toi tu peux le faire » Ouais. Ok, bah tu vas le faire. Ah, c'est Moi, clair. moi je trouve ça génial. Ouais. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Là, tu lances une carrière si c'est réussi, quoi. Ah oui, bah, par contre, si c'est un flop, le mec qui est en face de toi, c'est Friedkin, tu tournes plus, quoi. Tu tournes plus, c'est fini. Tu vois. Mais non, la scène de course-poursuite, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Ils sont quand même à contresens à un moment donné sur une bretelle Ouais, d'autoroute. Ah ouais. Aussi, il y a plusieurs procédés qui ont été très intelligents pour filmer et tout. C'était quand même ça ressort du lot parce que si c'est bien réfléchi, c'est pas Ah bah mal t'as fait, la quoi. caméra qui est embarquée. T'as la voiture sur plateau. il y a Exactement. plusieurs trucs qu'ils ont T'as la caméra. Le truc qui se faisait pas avant. Alors caméra embarquée, ça se faisait d'une certaine manière, mais les caméras maintenant, ça paraît anodin, mais fixé, tu vois, sur le véhicule. sur ouais. le véhicule. Enfin, ça, on voyait pas ça à l'époque. Mm. Et je trouve que maintenant, c'est pas pour minimiser ce qui se fait maintenant.
Et il y a beaucoup de séquences de course-poursuite, on le refait en CGI maintenant. Mais c'est d'autant plus incompréhensible que, si tu veux, le truc, moi j'ai toujours du mal à me faire une idée de l'importance d'un film qui est sorti dans les années 70, déjà parce que je l'ai pas vécu, et parce que il faut avoir les références autour, qu'est-ce qui se faisait avant, tu vois, ou que fait ce film par rapport à d'autres en termes de réalisation, ne serait-ce que ça, ce que ça montre, comment ça a été fait. Donc du coup, j'ai du mal à comprendre comment en fait il n'a pas du tout fonctionné, sachant que il apporte quand même certaines choses. Trop sombre. Beaucoup trop sombre, parce qu'avant, c'est quand on parlait des années 80, faut se rappeler que les films d'action, les buddy movies des années 80, c'est dans un buddy movie qui est quand même un peu sombre mais avec une touche très humoristique. Je pense à 48 heures de Walter Hill avec Nick Nolte et Eddie Murphy qui va lancer la carrière de Eddie Murphy. On est plutôt dans ce registre-là. On peut faire des séquences un peu de bagarre, un peu machin, mais pas ce côté glauque. Parce qu'il y a quand même, quand tu les vois tous les deux, puis même c'est clairement ça a clairement été repris. Justement, à la fin, on en parlait tout à l'heure, on rigolait parce qu'on s'est rematé la scène du terroriste sur le toit. Et juste à la fin, après cette scène-là, ils sont tous les deux, donc le jeune flic, le vieux flic, sont assis ils ont une tous discussion les deux, à la et ils ont arme fatale. c'est Rick et Murtaugh. C'est ça, de l'arme fatale, c'est-à-dire, et mot pour mot, ils reprennent la tirade. Aujourd'hui, si je te dis putain, I'm too old for this shit, tu vas me dire que c'est Murtaugh. Je suis trop vieux pour ces conneries. Tu vas me dire ah ouais, mais c'est l'arme fatale ça. Alors qu'en fait, bah non, la première fois qu'on l'entend, mais et cette réplique, elle est dans ce film-là. Richard Donner, et quand il fait l'arme fatale, je pense que l'arme fatale c'est un succès, on est d'accord. Ah oui, c'est en 89, mais sauf que il y a beaucoup plus d'humour. Mais par contre, je pense qu'il a vachement poncé ce film-là de Friedkin, parce que le personnage de William Peterson, c'est lui. C'est le côté un peu casse-cou, tu vois, limite tête brûlée, tête brûlée complètement borderline au final, hein, parce que c'est une espèce d'anti-héros. Quand Mel Gibson fait l'arme fatale, c'est lui, mais dans une version, on va dire un peu plus pas policé, parce que c'est pas ça, parce qu'il est quand même très très meurtri aussi, tu vois, et très à fleur de peau aussi, Mel Gibson. Mais c'est pas un mauvais, tu vois. L'autre, c'est un anti-héros complètement, hein, William Peterson. Et on voit au final ce qui lui arrive. Enfin, bon, on peut pas spoiler, mais non, je spoil pas. Je spoil pas, ok. Jamais. Mais on s'y attend pas. Non, pas du tout. Ah non, alors là, non. Impossible à s'y attendre. Ça pour le coup, et dans un film comme ça, tu dis, putain, c'est la tête d'affiche. Tu dis, what, les gars? vous êtes sûr de vous aller? Et c'est pour ça qu'il est hyper atypique dans les années 80, parce que extrêmement sombre dans ses thématiques, dans sa mise en scène, et en même temps extrêmement lumineux. Ouais. Visuellement, tu vois aussi. Est-ce que le fait, ça je voulais te demander, parce que toi t'auras peut-être la ref ou quoi, mais la connaissance de cette chose, c'est-à-dire de voir un policier, alors après qu'il soit un peu, qui mette sa vie en jeu facilement et qu'il soit un peu tête brûlée, ça c'est une chose. Mais le fait que pour arriver à ses fins, il aille complètement, il va de l'autre côté finalement, il traverse la ligne et il devient, ça c'est le même gars qui a fait la même chose. Mais c'est-à-dire c'est ça, c'est le personnage devient lui-même un voyou, un gangster, et d'ailleurs parce qu'en plus dans le film on va le savoir, mais c'est encore plus grave parce qu'il s'est finalement, tu vois, ça se retourne même contre eux parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait c'est encore plus grave. Et Inspecteur Harry, il est pas comme ça un peu? Non, parce que inspecteur, lui, je vois ce que tu veux dire. Lui, il peut traverser effectivement la ligne blanche, mais sauf que c'est jamais à son profit. Pour son propre profit. C'est toujours pour la justice, tu vois, mais parce que bon, là l'idée c'est ça aussi quand même, parce que lui ce qu'il veut c'est absolument coincer Masters. Donc, pour y arriver, comme il n'arrive pas à avoir le financement du poste de police, enfin de son directeur de. Oui, mais il joue quand même l'utile à l'agréable, par exemple, avec son indique, tu vois, il y a plein de choses où il est, il est extrêmement borderline à ce niveau-là, tu vois. Oui, sur plein de, c'est pour ça que je dis, en fait, évidemment. Ce mec-là, il devient pas, si tu veux, une sorte de bad cop. Quand son coéquipier se fait assassiner, en fait, il l'est déjà avant. Ah oui. Il est, c'est juste ça. Un mec, c'est un bad cop, c'est un flic qui se sert aussi de ça pour des faveurs de femmes, pour avoir du pognon à droite à gauche. Tu sens que c'est pas un ripou, mais un peu quand même. Pas loin. Mais en fait, je pense quand je vois ce film, je pense que mis à part son nouvel acolyte qui va l'accompagner, qui va prendre la suite de l'ancien qui s'est fait assassiner, qui lui vraiment le Candide, tu vois, envers. Il est plus intègre aussi. Voilà, c'est ça. Mais tous les autres, je pense qu'ils sont un peu comme ça. Ils représentent, c'est la police de Los Angeles, tu vois, qui, à un moment donné, il faut arriver à ses fins, quoi. Peu importe, tu vois, les moyens qui sont mis en place, quoi. D'ailleurs, le duo fonctionne pas trop mal, je trouve. Le duo de flics, quoi. Le duo, oui. Good cop, bad cop, entre guillemets. Celui du début ou celui de la. Non. Celui de la fin. Celui du milieu. Enfin, fin, oui, milieu fin, oui. Mais moi, je trouve que ça fonctionne bien, d'autant plus que il y a pas véritablement de moment
on peut dire, c'est de moments vraiment complices. Mmh. Tu sais, qui toi, Non, ils se spectateur, détestent quasiment. te prend par la main et te dit, bon, on est antinomique, mais on s'apprécie, tu sais, à la âme fatale, tu vois. Ils ont besoin, l'autre, il a besoin de William Peterson a besoin de l'autre pour, voilà, il a sinon il peut pas mener à bien, tu vois, son enquête. Et il lui dit à un même, moment, je t'aime pas, on n'est pas amis, quoi. C'est ça. Et il y a pas de faux semblant, tu vois. C'est pas, au bout d'un moment, allez, c'est pas grave, on boit une bière parce qu'on est quand même potes. On est différents, mais on est des frérots. Non, pas du tout. Ouais, Non, ouais. non. Bah, on en a parlé, mais d'ailleurs c'est vrai aussi quand il y a un grand antagonisme entre l'un et l'autre. Même déjà, on avait parlé de ça dans Seven et on n'a pas parlé de ce truc-là, mais c'est vrai que même quand ils vont boire des pots, les keufs, après leur tournée, après leur truc, t'as l'impression que c'est un peu le truc nécessaire, tu vois. C'est-à-dire, faut décompresser de la journée, faut boire un coup. On débriefe quasiment à deux, même si on s'aime pas. Hein, ils sont pas encore des potes. Mais tu vois aussi à un moment donné Brad Pitt et Morgan Freeman dans Seven quand ils boivent un coup une des premières fois. D'ailleurs, ils s'aiment pas du tout et tous les deux ils se le disent qu'ils ont pas du tout la même vision du monde et qu'ils s'apprécient pas particulièrement. Tu vois. D'ailleurs, il lui dit OK, je sais que vous m'appréciez pas, mais juste me prenez pas pour une merde, quoi. Et c'est que au moment où la femme les invite tous les deux, elle leur dit d'ailleurs, dit comment tu t'appelles, machin. On lui donne son prénom et lui dit David, voici machin, voici. C'est elle qui fait la présentation, sachant très bien que tous les deux ils s'entendent pas du tout, mais ils sont déjà allés boire des coups ensemble, ils ont déjà fait des trucs, donc. T'as l'impression qu'il y a de l'amitié, mais en fait, à ce moment-là, il y en a pas du tout. C'est juste parce que c'est des collègues et ils vont boire un coup. Et là, c'est la même chose. Les deux, Et sauf que là, en plus, tu n'as pas de cette séquence-là. Tu vois, la séquence, comme tu expliques dans Seven, où il peut y avoir ce rapprochement avec ce dîner où t'as un personnage qui fait l'intermédiaire. Là, t'as pas ça. Il n'y a pas ça, pas du tout. Non, mais Ça reste froid, quoi. Ah ouais, ce film, ouais, c'est ça. Ce film est extrêmement froid, aussi bien dans ses rapports, tu vois, que dans ce qu'il décrit. Bah, typiquement, c'est pareil quand tu vois le flic le chef de la police. C'est le père de Downey Jr. C'est Johnny Downey Senior. Ouais. Je savais pas. Mais tu vois, il est Pas très. trop de ressemblance. Ils sont tous très très froids. Il y a le collègue de justement William Peterson qui vient de mourir, un flic qui approche de la retraite. Le mec, il en a rien à cirer. Il le mentionne même pas. Je veux dire, il est juste là. Ah non, mais vos trucs, arrêtez de m'emmerder. T'es là. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que c'est vrai que toutes les relations montrées dans ce film sont très très froides. Même la relation finalement de Peterson avec l'indique. Ok, ils ont des relations sexuelles, mais non, mais il vient de coucher avec elle et puis il la jette comme une à chaque chevette. fois qu'elle, clairement. Oui, parce qu'il et puis elle revient en plus. Exactement. Et lui, à chaque fois, il lui dit des trucs horribles, quoi. C'est pour ça que ce film ne pouvait pas marcher. C'est un film qui n'est pas aimable. C'est vrai. Il y a dans Seven, il y a une intrigue qui est difficile, qui est dure, qui est glauque. Même les personnages, quoi. Mais voilà. Mais là, dans celui-ci, rien n'est aimable. Ouais, c'est vrai. L'antagoniste, enfin, horrible, tu vois, c'est vraiment machiavélique, tout ce que tu peux de plus mauvais. Les personnages auxquels tu dois t'attacher, ils sont pas très sympathiques non plus. Non. Le film est mal aimable, mais il est fascinant. Même l'autre flic du binôme, c'est aussi difficile de l'aimer en fait parce c'est que John Vulkovich, son nom comme ça en soi, je crois. C'est joué par John Pankow. Voilà, c'est la seule chose que je comprends pas avec ce personnage. Il est un peu endive moite. Ouais, et c'est pour ça que là, c'est mon seul bémol sur ce film. Bon, je vais rien spoiler, mais ça métamorphose en fin de film. En fin de film. Ah ouais, ça se fait en 10 minutes, hein. Tu sais quoi, moi c'est le truc que je me suis dit non. C'est pas Pareil. possible. Non, ça fait pas ça. C'est la seule chose en fait, parce que bon, je vais faire très vite. Je trouve ce film très très bon, surtout parce qu'il a apporté par son influence. Et c'est vrai, je n'aime pas la BO, je n'aime pas le score du film, et je n'aime pas cette dernière séquence que je trouve, enfin. Elle s'explique pas du tout en fait. Elle s'explique pas, c'est pas, ouais, et puis c'est plus que marcher sur je veux pas rien spoiler, mais c'est pas marcher sur les pas de l'autre, c'est vouloir le remplacer. Oui, c'est ça, ouais. Et sauf que ça n'a pas de cohérence. Ça n'a pas de cohérence. Je suis désolé, mais t'as pas la carrure. Enfin, il y a rien, tu vois, il y a rien qui colle. Surtout que tout le build-up, tout ça en fait. Le build-up en amont est pas du tout fait pour ça, quoi. C'est-à-dire, on dépeint une personne justement qui est très éloignée de tout ce que fait son binôme. Il est très juste, justement. Et là, finir comme ça n'a aucune cohérence, quoi. C'est un déguisement. Peut-être qu'on peut dire qu'il a pété un plomb. Il pète un plomb en fin de film. Voilà, oui, à la limite. Peut-être. Vraiment de la violence visuelle. Parce que extrêmement violent, ouais. Et graphique, ouais. C'est hallucinant de voir des explosions de crâne. C'est ça. En fait, on nous épargne rien. Ouais, dans ce film. Alors, c'est pas spécialement graphique pour moi dans le sens où visuellement on a déjà fait des trucs bien plus dégueulasses. Ah non, pas en 85. Alors là où je rejoins Jules en 85 dans les films d'horreur, oui. Clairement. Mais pas dans les films policiers comme ça. Mais dans un film policier que tu es censé vendre au grand public. Parce que normalement on n'était pas censé voir, c'était le sang.
Bah, moi, mais tu Effectivement. veux Donc dire, ça, tu vois il des le crânes montre, qui c'est s'ouvrent, pas quoi, mal enfin des... ouais, je sais Qui pas. Moi, explose, ça quoi. m'intéresse Ouais. pas. C'est juste, moi, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu mal foutu quand même de temps en temps où tu vois la tache rouge Ouais. sur le visage et c'est Oui. un peu mal fait. Non mais non, en fait, Mais je vois ce que vous voulez dire dans la violence du fait que je montre que la balle a atteint le crâne et a fait Exploser on la voit que c'est tête, bien quoi. parce que- non mais ouais. non mais surtout en fait, c'est l'acte en lui-même de tirer dans le visage de quelqu'un. Oui, c'est Ouais, ça voilà. déjà. Qui Ouais, plus est quand tu es policier. ouais. Ce qui est, Mmh. enfin, c'est interdit. Ouais, c'est ça. Il y a une convention dans le Tu cinéma. tires dans les jambes, dans les, voilà. ça. Mais... Même- C'est comme moi, ça me fait toujours penser, tu vois, à Clint Eastwood et à John Wayne quand on disait Don Siegel, je crois que c'est Don Siegel qui disait à John Wayne, il devait tirer sur un personnage dans le dos. Il dit, mais moi je ne tire pas dans le dos. Et il fait mais comment ça? Mais non mais je ne tire pas dans le dos. Et l'autre lui dit mais Clint Eastwood lui il l'aurait fait. Mais moi je suis pas ce gamin, moi je suis pas de cette génération là. Moi tu vois c'est le fait Ouais. dans une certaine époque du cinéma, si tu représentes la justice, tu tires face au gars, tu le tires pas dans la tronche, tu le tires pas dans le dos, tu le tires dessus, non pas pour il y a pas un plaisir de la violence, mais c'est pour le neutraliser. Ouais, Demain matin à l'aube, quoi. Et en fait, oui, c'est ça, c'est le duel, si tu veux. Et en fait, avec l'arrivée, effectivement, Clint Eastwood et le cinéma italien, le western italien, on tire dans la gueule des gars. On tire dans le dos des gars. Mais sauf que c'était genré dans un western particulier qui s'est très peu développé aux États-Unis. Tu vois, c'était la patte européenne. Et Friedkin, il importe cette patte européenne au cinéma dit mainstream. Tu vois, du polar dans les années 80. Ouais. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Ouais. Non mais et quand moi je parlais d'influence, c'est pour ça que je pense aussi que ce film était en avance sur son temps, c'est que on voit ces codes-là au niveau de la narration, dans ce que ça raconte, ses thématiques et sa violence, surtout à partir des années 2000 avec les séries. Ah oui, oui, oui. On a vu Oui, il y avait ça énormément. Starsky Hutch. Il y a des vibes Starsky Hutch dans ce film un petit peu, non? Starsky Hutch, C'est un peu vénère. ça, ouais. Un peu Non, vénère. alors là, juste alors vite fait sur Starsky Hutch. Nous, on a Starsky Hutch, le Starsky Hutch qu'on a vu en France, Qui est doublé en gentil, France. non censuré. Exactement, complètement édulcoré aussi par la VF. Le doublage, ouais. Mais si vous le voyez, moi j'ai eu l'occasion de voir quelques épisodes de la version originale. Bon, des épisodes qu'on m'a conseillé parce que il y avait aussi le propos qui voulait ça. C'est extrêmement sombre. C'est en fait le Huggy, les bons tuyaux, le Huggy qu'on connaît, qui est le macro sympa, qui est l'indique. Et là, dans la version originale, on nous rappelle bien que c'est pas juste l'indique rigolo, c'est un putain de macro. Bah justement, le macro sympa, c'est trop. Et ouais, c'est pas la pime sympa, c'est vraiment le macro. Ah, c'est Quoi. ça. Mais on Et est- Starsky ouais. Hutch dans la version Quinry, c'est beaucoup plus noir, Ouais. beaucoup plus sombre que ce que nous on a vu. Ah ouais, c'est vrai qu'on a aussi hérité, nous, de cette période où quand on était des gamins et tributaires de la télé. En fait, on voyait les choses en VF et il y a énormément de choses qui sont, comme on le disait tout à l'heure, qui ont perdu de leur sens et à Parce la que lecture. Starkey Hutch, Parce que c'était la VF, elle était dimanche à elle était 15h, mal non? foutue, quoi. Oui, mais c'est des Ouais, trucs c'est ça, après-midi, ouais. c'est familial, bien sûr. Après, moi j'ai que des bons souvenirs, hein, Starsky Hutch. Moi, Ah Starsky Hutch en VF, je kiffe, hein, mais vraiment. Et, Ah bon. et ce film-là, donc Friedkin, il en a pas. Est-ce qu'il l'a vendu après? Est-ce qu'il l'a bien vendu? Est-ce qu'il l'a utilisé pour, tu vois, se vendre? Comment est-ce qu'il a été perçu? Grosse déception pour Friedkin. Et niveau du box-office, ça a donné quoi? Parce que j'ai des C'est pas bon. chiffres. Catastrophe. mais Ouais. Ils sont pas rentrés dans leur. Si, ils ont quand même fait des bénéfices, quoi. Mais il y a 6 millions de budget. Je sais pas combien il a fait. Mais le truc qu'il y a, c'est Non, que ils lui, ont- il sort de 2 succès monumentaux où il a défoncé le box-office, que ce soit La French ou que ce soit L'Exorciste. Et là, il s'essaye. D'accord, ce sont deux films qui ont très très bien Ah oui, oui, fonctionné. oui, hein. oui. Donc c'est, tu vois, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait, c'est que le mec, il est attendu. Non, mais là, il est plus attendu. Très honnêtement, il est plus attendu. Parce qu'en fait, l'Exorcist French Connection, on est tout au début des années 70. En fait, il y a un film qui va le faire tomber de son piédestal et qui est pour moi son chef-d'œuvre, c'est The Sorcerer, qui est en 1977. Donc c'est le Convoi de la peur avec Roy Scheider. Et celui avec Pacino, il est aussi avant, du coup. Ouais, ça c'est après c'est La Chasse en 1980. Celui-là, j'ai vu, c'est Il est vénère. Hein. spécial. Hein. Ouais, il est très très vénère, mais il était pareil, c'est un film qui a été The Cruising, qui a Ça, été c'est très normal, hein, mal, que ça mal- passe pas. Oui, bah oui. Alors là, on peut pas faire moins mainstream que ce film-là. Mais par contre, The Sorcerer, sans déconner, c'est un putain de chef-d'œuvre. On a eu l'occasion, on peut le voir depuis maintenant une dizaine d'années parce que c'est un film qui était perdu. Hein. Et donc c'est le C'est remake une du réadaptation encore. c'est le remake du Cellar de la peur de Henri-Georges Clouzot, qui était donc C'est très bien. qui est déjà un bon Ouais. film, qui a un super film où avec le même palmier tu fais 36 000 décors, donc c'est quand même très fortiche. Mais le film de Friedkin, c'est un chef-d'œuvre. Sauf que très rapidement, je parle juste de ce film très très vite. Friedkin à l'époque quand il fait ce film, il le tourne, c'est avec Roy Scheider, t'as Bruno Kremer et l'autre nom qui m'échappe. À l'origine, il aurait dû avoir Steve McQueen, il aurait dû avoir Marcello Mastroianni
et Lino Ventura. Oui, Donc, le casting de dingue. Sauf que Friedkin, comme tu le disais Jules, il sort de gros succès. Donc il est très fier. Donc il y a Steve McQueen qui est prêt à tourner le film. Et Steve McQueen à l'époque, il sort avec une très belle femme. C'est Rachel McGowan. Non, je sais plus son nom. Bref, la régie va me le retrouver. Et il dit voilà, William, moi je suis prêt à tourner le film. Il faut absolument que tu trouves un rôle pour ma compagne, parce qu'elle vient avec moi, parce qu'ils tournaient à l'étranger. Et l'autre il dit bah non, j'ai rien pour elle. Il fait mais alors juste n'importe quoi, tu vois, tenir la cantine ou quoi que ce soit. Je vois pas bien. Ah, désolé. Ah, Ali McGraw. Ouais. Putain, sublime femme. Et du coup, Steve McQueen, il dit, ouais, non, si elle peut pas venir, moi, je fais pas le film. Et donc, du coup, non, mais très joué. C'est quand même la compagne de Steve McQueen. Il allait pas prendre n'importe qui non plus, on est d'accord. C'est pas faux. Et donc, du coup, Steve McQueen ne fait pas le film. Et Friedkin dira toute sa vie, il le répétera encore. Aujourd'hui, il aurait dû écrire un truc. Il dit, je n'avais pas compris qu'à l'époque, j'avais besoin de lui, quoi. Steve McQueen, le regard de Steve McQueen valait tous les décors du monde. Le que ce soit pour de Steve McQueen. Le visage de Steve McQueen, ça vaut tout. Donc, et sauf que j'étais tellement fier à l'époque, tellement arrogant, que j'avais pas pris ça en considération. Parce que ça aurait pas été le même film. Roy Scheider, il est très bon dans le film. Bruno Kremer, sans déconner, Bruno Kremer, pour nous, c'est Maigret. Bruno Kremer, il est top dans le film. Le film, c'est un chef-d'œuvre. Mais ouais, c'est toujours un truc où je dis putain, s'il y a eu Marcello Mastroianni, Lino Ventura et Steve McQueen, c'est une autre catégorie d'acteurs. Et ça aurait été mieux vendu. Non, c'est clair. Ah ouais. Mais donc du coup, il enchaîne en fait les insuccès. The Sorcerer, La Chasse, donc The Cruising. C'est des films qui ont pas marché, tu vois. Avant qu'il ait donc quand il fait Police Fédérale Los Angeles, il espère avoir un succès. Bah non quoi. C'est dommage alors que justement techniquement et puis son cinéma brille quoi. C'est un bon film, c'est ce qu'on disait quoi. Il y a plein de choses qui marchent et justement il pose des jalons pour plein de choses qui sont arrivées après. Ouais, c'est un peu dommage quoi. Il y a une super anecdote aussi vite fait sur le tournage. C'est en fait le chef-op. Je l'avais noté, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Robbie Muller. Il utilise une caméra Arriflex BL et il utilise comme film des films Fuji. Et non pas des Kodak. Donc à l'époque, le truc c'était tout le monde prenait des Kodak, mais lui il dit moi avec le Fuji, des Fuji, j'arrive mieux à jouer sur les contrastes et sur les lumières. Ok, Friedkin dit soit, ok, on fait ça, y a pas de souci. Après qu'ils aient effectué le montage, donc avec Friedkin et son moteur, ils envoient ça, donc ils envoient le tirage du négatif chez Technicolor, tu vois, pour le développement. Et là les mecs ils se rendent compte que la copie elle est floue. Oh merde. Tout ce qu'ils ont filmé, c'est prêt à être jeté à la poubelle. C'est flou. Et il y a un gars, en fait, qui bosse chez Technicolor, qui est étalonneur, qui s'appelle Larry Rovetti. Il a découvert que chez Négatif Fuji, donc ils étaient légèrement plus épais que les Kodak. Donc il a fait changer le recalibrage d'une tireuse. Donc il a complètement réparé ce truc pour s'adapter à ce film. Pour que quand le résultat sort, c'était net. Il a sauvé le film. Il a sauvé le film. Et Friedkin disait, si ce mec n'avait pas été là, on aurait pu foutre tout à la poubelle. Là, tu te tires une balle. 6 millions de dollars, 6 millions de dollars à la poubelle. T'as fait film? Allez, c'est bon. Non, mais... Bon, les gars, c'était pas mal, bravo. Alors, félicitations à tous. J'ai pas de notion, hein. Je sais pas comment ils travaillaient à l'époque, c'est quand ils font le montage, que ça, c'était pas perceptible. Je sais pas, tu vois, à ce moment-là. Mais quand ils envoient leur tirage, tu vois, chez Technicolor, que les mecs se rendent compte que c'est flou. Waouh. Ouais, t'as un petit coup de chaud, je pense. Ah là, tu trembles, quoi. Là, tu trembles. Tu m'étonnes. Ouais, mais c'est ce gars-là aussi, il a un passif qui est particulier aussi derrière la caméra. Tu vois, et il a une façon de faire les choses, et ça a aussi été épouvantable, certains de ses tournages, notamment Sorcerer. Ce qui paraît, c'était l'enfer. Il y a une scène, la scène du pont, je crois qu'ils ont pris 2 mois ou 3 mois pour la tourner. Ils avaient que parce qu'ils jouent aussi avec des lumières très peu synthétique, c'est-à-dire il utilise beaucoup la lumière naturelle. Oui, c'est en lumière naturelle, exactement. Et du coup, ils pouvaient filmer la scène que de 7h à 9h le matin. Ils ont fait une Iñárritu. Et parce ils avaient pas le choix, et du coup, bref, ça a été catastrophique, et lui en plus il gueulait beaucoup, il est très exigeant, il a changé je sais pas combien de fois à cette époque-là, qui bossait avec lui, c'était impressionnant. À cette époque-là, t'as 2 tournages en fait qui sont épiques. C'est effectivement Apocalypse Now et Sorcerer. Apocalypse Now, c'était aussi. Et Sorcerer, c'est un peu pareil. Entre les mecs qui tombent malades, il y a rien qui se passe comme prévu, quoi. Et la seule différence, c'est qu'Apocalypse Now est quand même rapidement tombé, a fait des profits.
avec Sorcerer, putain, tout le monde a oublié, quoi. le budget, hein. Je crois qu'il avait aussi démarré. Ouais, il ouais. était aussi aux alentours du même pas une dizaine de millions d'euros. Il a fini à plus de 20 millions. Ouais, non mais t'imagines à Et l'époque. il a rapporté l'époque, que 9 millions d'euros. Donc Ouais, c'est une cata. un flop. c'est une cata. Ouais. Maintenant, pour beaucoup, effectivement, c'est un film culte et peut-être son meilleur film. Enfin, si vous n'avez pas l'occasion, regardez-le, surtout que maintenant il y a des copies mais vraiment fantastiques. Tu vois, là, t'en prends plein la tronche. Tu te dis, waouh, putain, mais quel film, quoi. Et t'es tendu quand même. Ouais, déjà, le Tendu, t'es tendu, mais. Ne dis pas que t'es pas tendu. Non, c'est pas le même registre, mais j'ai essayé de le trouver en VOD ou quelque chose. Ouais, Sorcerer? Ouais, le convoi de la peur, le Sorcerer, là. Et... Je l'ai chez moi. Ah, bah voilà. Écoute. Ah non, super film. Et voilà, donc Police fédérale Los Angeles. Moi, si vous voulez, on fait rapidement un tour de table pour donner son avis. Moi, je trouve que c'est un très grand film, même si effectivement la BO j'aime pas trop la fin, mais je trouve que c'est un film hyper influent et je pensais que c'était intéressant de voir ce film-là, surtout disant voilà ce qu'on pouvait faire dans les années 80 à la différence de d'autres productions. Ouais. Ouais. Écoute, t'as un peu fait le tour. Après, c'est toujours agréable de voir Willem Dafoe jeune et William Petersen dans des films. Je trouve que c'est un bon acteur, donc je l'avais pas vu assez, donc ça m'a fait plaisir. Ça reste un polar aussi qui suit bien. Le coup de la fausse monnaie qui est créé aussi, c'est assez cool à voir. Mais comme dit, ouais, il y a beaucoup de choses des années 80 qui sortent un peu du film là. Mais sinon, franchement, je me suis pas ennuyé. Donc pour moi, c'est déjà mon principal. Toi, c'est ton baromètre. Moi, c'est mon baromètre. Si je m'emmerde pas, c'est que le film est relativement bien. Ouais, moi c'est vraiment aussi j'ai beaucoup aimé, mais c'est ce qui m'a aussi vraiment interpellé, c'est ce côté. Ça vient probablement du réalisateur qui a une vue très pessimiste un peu de l'homme et qui le voit de manière générale comme quelqu'un de violent et d'assez mauvais. Tu vois, il le dit dans plein d'interviews aussi quand même, qui considère. Quelque chose de nihiliste, moi je trouve dans ce film-là. Ouais, enfin mais là oui, mais il y a rien. Le mec Misanthrope. Son héros, il est terrible. Comme on l'a dit, personne n'est aimable, quoi. Ouais, et puis c'est tellement montré, puis même les relations entre les gens, tout est. En plus, il y a, je pense, alors je sais pas est-ce que c'est une critique qui a été vraiment voulue de la part du réalisateur, mais l'argent pour de l'argent, ça c'est complètement ouf, tu vois, les mecs qui avec du vrai argent achètent le faux argent. Enfin, c'est ça, comment, tu sais, ça prend il y a une mise en abîme de la thune, et en plus, donc, tu montres bien que c'est cette monnaie de singe, là, qui ne vaut rien, finalement, tu vois, et que, finalement, à laquelle on va donner de la valeur, et ben, c'est ce qui c'est ce qui régit toutes les relations humaines. Tu vois, lundi qu'elle est avec le mec que parce qu'elle est avec Chance, parce qu'elle a besoin d'argent et parce qu'il lui met la pression. Lui aussi veut tout le temps de l'argent quand il pourrait lui en donner. Par exemple, quand il décide d'aller voler les voleurs, il sait qu'il a besoin de 30 000 pour faire son autre affaire, donc il lui reste encore 20 000. Et à la meuf qui lui donne sur un plateau quand même ces informations, qui prend des risques, avec qui il couche, il la maltraite dans sa façon d'être avec elle. Même quand il lui dit ouvertement de toute façon que c'est une serpillière, quoi, tout simplement, et qu'il n'hésiterait pas à la refoutre en tôle si jamais elle lui servait plus. Et il lui donne que 5 000, donc tu sais très bien qu'il veut se garder une grosse partie de l'argent encore pour lui. Enfin, et tout le temps c'est ça. Et c'est c'est une vision très noire en fait, quand même. Et donc, est-ce qu'on a répondu à notre question qu'on avait posée initialement au départ? Le cinéaste et le faussaire partagent-ils l'art d'altérer la réalité? Oui, alors non, on n'a pas répondu à la question du tout. Mais est-ce qu'on a une réponse à apporter? Oui, parce que à mon sens, il altère la réalité parce que rien que sur le rendu effectivement de l'image et surtout sur l'image qu'on a des années 80, parce que tu dis qu'il fait très années 80, mais nous, et qui plus est, aujourd'hui, on vit un peu sur cette nostalgie des années 80 où tout est magnifique, tout est rose, c'est une bulle de savon. Là, tu vois que non, du tout. Et dans les années 80, ça dénote particulièrement parce que le cinéma, le polar, le cinéma d'action des années 80, il joue beaucoup sur des registres quand même de comédie, ce que tu n'as pas du tout là. L'avènement du buddy movie, c'est là, dans les années 80. Comme moi, il y a très peu, pas du tout de traits humoristiques dans le film, mis à part le nom des personnages. Rick Masters, mais il y a un mec qui s'appelle Max Waxman. Max Waxman. Je veux dire, c'est tout. Mais tu sais quoi, même maintenant avec même les lieux qu'il a choisis à certains moments dans ce film, c'est le LA qu'on te montre jamais. Exactement. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. Oui. Non, mais en fait, justement, c'est volontairement, c'est absolument l'inverse. C'est parce qu'en fait, le cinéma a tendance à nous montrer une vision non réaliste du monde. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est comme s'il t'enfonçait la tête dans une sorte de réalité et il te le montre telle qu'elle est, c'est-à-dire les policiers. Eh ben, ça peut être des mecs pourris.
les méchants, ça peut être des artistes, tu vois. Et Los Angeles, c'est pas que ça, mais c'est aussi le côté industriel. Julien les trucs répond un peu parfaitement paumés, à la un truc, question. paumé, Il quoi. n'altère pas la réalité. Il a décrit. Il montre la réalité telle qu'elle est réellement. En tout cas, Friedkin. Et ouais. Et Oui. juste un truc, je pense juste à quelque chose. Vas-y. À l'origine, c'est un roman. C'est un roman oui. donc de Gérald Petievich et qui était lui agent secret pendant 19 ans. Oui. Et au début du film, c'est quand on le voit et donc on s'imagine qu'il est garde du corps du président. C'était son cas quand le gars venait, le président des États-Unis. Ça aussi encore le titre police fédérale. Ouais. Mais c'est pas la police fédérale parce que Pas du tout. ça n'a rien à voir. Non, le titre À français. chaque fois il dit c'est les services secrets. Non, c'est quoi? On aurait dû commencer par ça dans le film. Déjà, le titre français, faut l'oublier. Il est nul. Avec comme la VF française. Si vous voulez. Mais l'Eventide LA, c'est quand même autre chose, quoi. Et c'est quand même plus parlant de ce qu'on voit, à l'image que Police fédérale Los Angeles. Effectivement, ça pourrait être le titre d'une mauvaise série américaine policière, quoi. Clairement. Mais, bon. Très bon film. Très bon film. On le recommande. Franchement. Toi, Mike, tu as pas dit, t'as aimé? Non, mais moi je vais le remater en version anglaise. Tu l'as vu qu'en VF. Ouais, et puis là, ça m'a vraiment sorti du film et je ne suis pas un martyr. Non. Il est là, pour vous qui ne savez pas, il est en train de faire une imitation. Une imitation du doubleur du terroriste qui s'est fait exploser sur le toit. On va passer, on a terminé. Donc, je pense qu'on peut passer à la seconde partie de l'émission, la rubrique Actu. Et donc nous allons commencer, puisque tout le monde est encore à table, par le film La main de Dieu, disponible sur Netflix. Donc on va voyager un peu en Italie, du côté de Naples. Ciao ragazzo. Ciao. Ma che bella ragazzo. Oh, si. Bon, alors ce film-là, moi je vais commencer vite fait sur ce film-là. Ah non, pas vite fait, parce que toi tu vas beaucoup en parler. Non, tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé ce film-là, donc j'ai envie de t'entendre. Beaucoup aimé, j'exagère peut-être, mais mais bon, alors j'ai beaucoup aimé ce film, mais pas forcément pour les raisons pour lesquelles vous l'avez détesté. Ah, moi j'ai bien aimé. J'ai pas détesté. Mais en tout cas, moi c'est un film qui m'a permis déjà j'adore l'Italie et j'adore l'ambiance italienne, les étés en Italie, tout Patricia, ça. t'as bien aimé Patricia? Alors sur ces scènes du jeune homme qui mate sa tante à poil, En même temps, tu mets à poil tout le temps. voilà, et qui fantasme, c'est presque des situations que moi j'ai vécues, tu vois, je me mettais même à sa place, tu vois. Je rentre pas dans les détails, mais Je parle de quelle tante, mec? Quelle tante? non, j'ai pas de tante que j'ai vue à poil. Non, mais il y a des trucs. Oui, les fantasmes J'ai des les d'adolescents. fantasmes d'adolescents où tu fantasmes Mais bien sûr. voilà, les fantasmes. Là, je me suis effectivement. Oui, si c'est pas ta tante, ça peut être une prof, ça peut Ça- être ça- voilà, c'est une ça, amie de ta oui, maman, voilà, c'est ça. Et, la voisine. Exactement, ou la nana qui te garde et qui prend les bains avec toi. Ah, c'est elle. On parle d'elle. Bonjour madame. Oh, elle écoute pas l'émission, c'est pas grave. Et là, c'est l'origine de ma première érection. Voilà. C'est une émission instructive, on apprend des choses. Restez avec nous. Non, mais déjà, c'est un film qui m'a permis de m'attacher beaucoup aux personnages, à tous les personnages en fait. J'avais beaucoup d'affection pour. Parce que c'est l'histoire d'un ado qui vit sa vie à Naples avec ses parents, son frère. Oui, voilà, oui, c'est ça. Le pitch, c'est quoi? C'est un adolescent avec son frère, enfin surtout un adolescent qui vit à Naples avec ses parents, et il vit à travers un peu le football et la rumeur qui se fait un peu c'est tout en filigrane dans le film, mais une rumeur qui se fait de plus en plus présente sur le recrutement improbable de Diego Maradona dans le club de Napoli, qui est le club de la ville la plus pauvre d'Italie et qui achète. Mike, par comparaison, c'est comme si maintenant Ronaldo signe au Racing. Voilà, Enfin, c'est pareil. club de Strasbourg, C'est ça. hein. Pas à Lens. Hein, Surtout c'est le qu'à club de l'époque, je veux dire, les clubs du sud de l'Italie Ah oui. en foot sont toujours dominés par les clubs du nord. C'est Et ça. le fait d'avoir, comme tu dis, le club le plus pauvre recevoir la star mondiale qui acheter vient, la star la qui plus. vient du FC Barcelone, Ouais. c'est déjà alors complètement improbable, impossible. Et Mhm. quand le truc arrive, c'est juste incroyable. Surtout que il va faire gagner Naples et Naples devient le premier club du sud à être champion d'Italie, qui est un truc. Je En veux dire, 84, 85, exactement. je sais. Et tu bats Milan, tu bats Rome, tu bats tous ces clubs qui ont des budgets illimités. Enfin bref, c'est un truc. Voilà. C'est pour ça que
voilà, il y a toute cette hype et ce truc. C'est très ça, c'est en drôle, filigrane. Ça n'a rien à voir voilà. avec l'histoire. Au final, ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Mais c'est Mais c'est en historique. filigrane et c'est d'ailleurs dans le titre du film français, La main de Dieu, on le reprend comme ça. Donc bref, et donc ce jeune homme qui vivait avec ses Stop la parents, mano di Dio. voilà, La main de la Dieu. main de Dieu. Et parce que c'est à cette époque-là que Diego Maradona a marqué dans le même match un but de la main et En un Coupe but du Monde. exceptionnel Contre l'Angleterre. contre l'Angleterre où il est parti du milieu de terrain pour marquer. Exactement. Il a marqué 2 buts, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, il vit avec ses parents hein, donc dans Naples, dans une ambiance un peu conviviale, parce que la maman est une. Ils sont adorables. Ils sont adorables. La maman, elle fait des blagues à première, son. oui. Voilà, enfin, vraiment, t'as envie de faire partie de cette famille, quoi. Et donc, il arrive un drame, le drame familial. Alors, je sais pas, ouais, on a le droit, on s'en fout. Je croyais qu'on spoiliait pas. Ah, bah voilà. Non, essaye de pas. D'accord, Ouais. donc voilà. C'est- Il y a un drame familial et après c'est la vie de ce jeune homme et de son frère. Qui arrive assez tard en fait. qui- le Enfin, drame. je veux dire, ouais. le drame arrive Ouais. assez tard. On a quand même le temps de bien baigner dans cette ambiance très familiale, Oui. très Et c'est pour ça joviale. C'est pour ça que c'était vraiment c'était immersif parce que c'est vrai que t'as l'impression de faire partie de cette famille, quoi. Mhm. Et par contre là, non, on va pas spoiler. Donc, Ouais, faire il ça, faut mais- essayer parce que si les gens ont envie de le regarder, c'est. Déjà, moi Et j'ai trouvé le enfin, film faut lire ça. magnifique esthétiquement. esthétiquement, c'est c'était incroyable. magnifique, ouais. Enfin, il arrive quand même à sublimer tout le temps. Bon, après c'est Naples, c'est une ville qui est de base magnifique. Mhm. Le temps est toujours beau, voilà. Mais je veux dire, des fois, tu regardes les plans qu'il a d'extérieur, c'est toujours réussi. Il arrive à filmer un salon avec 2 vieux assis où t'es là, ah ouais, c'est trop beau. La symétrie, les plans, vraiment, c'est vraiment bien. Mhm. C'est Et chouette là, à des fois, voir. il y a des vrais tableaux en fait. Il y a des tableaux un peu tout le Très temps. très beau. Ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est difficile de lui reprocher. Après, Il y a des choses attendrissantes aussi. Ouais. Après, dans la relation familiale aussi, c'est assez intéressant. Les personnages qu'on montre à l'écran sont tous excentriques. Je veux dire, la vieille matriarche. qui insulte tout le monde. tout le monde. C'est drôle, surtout quand tu connais un peu les familles italiennes. Et C'est qui- souvent c'est des un peu familles comme comme ça. ça, assez Et excentriques. qui vivent ça tout parle- ensemble parce qu'il y a les tantes, il y a les tantes, les oncles, Ouais, il y ça a c'est alors tout ça, ça. c'est tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. Tout le monde vit avec tout le monde. C'est Ça vraiment. parle fort. Ça parle fort, ouais. Tout le monde veut parler plus fort que l'autre. Alors en plus, quand ça commence à parler de foot à Naples, alors tu Ouais. sais que voilà, ça va être. Et il y a cette scène qui est ultra drôle, c'est quand bon, on peut le dire, quand il y a un truc qui se passe dans la famille et que le père est au téléphone. Ah oui, bah j'allais le dire, ouais. Et Voilà. qu'on apprend il apprend que Maradona a signé. Bah en fait, Toi, tu penses qu'il va dire un truc super important à super sa femme vital à et sa voilà. femme, Et puis en fait non, et en fait, il en a rien à Ça carrer. passe au-dessus de tout. Ça passe au-dessus de Ouais, tout. Ouais, c'est la c'est nouvelle, ça. ça écrasera tout le reste. Mais ouais, je trouvais Ah ça, je trouvais ça sympa. Je me suis pas ennuyé. Après, certainement vous avez un avis contraire, mais Bah, je pense que le film doit vraiment parler quand tu connais Naples aussi et quand t'es napolitain même, parce que il y a peut-être des trucs que nous on comprend pas. Enfin, en termes- Mathieu était à Naples, Ouais, bah, donc il peut veux nous dire- en parler. moi aussi, hein, j'étais à Naples, la culture foot. Ah, voilà. Mathieu de Naples, tu nous reçois? Oui, bonjour. J'étais dans un resto un soir de match, manger une pizza, et le Napoli a perdu. J'ai jamais eu ma pizza. Le mec il te l'a vengé. Je vous jure, les mecs ne sont plus. Est-ce Les que mecs non mais ne sont est-ce plus que revenus. est-ce que tu l'as payé? Ah non, mais non, j'ai commandé, on était tous prêts à manger. Le Napoli a perdu, ils regardaient le match en cuisine et on les a jamais revus, ils sont pas venus. C'est bon, ils ont vu qu'on était français, ça les a, voilà. Et il y avait des fanculo, mais c'était fou. Ouais, c'était, il y a une voilà, il y a une dépendance au foot et il y a toute une relation au foot qui est très très importante et c'est pour ça que là ça prend aussi une place importante dans le film quoi et ça qui finalement avec ce drame familial on voit que bah finalement le foot n'est pas si important finalement et c'est aussi peut-être tu vois un truc qui montre que faut quand même profiter des gens qu'on aime et ces choses là quoi donc voilà il y a aussi tout un tas de leçons à tirer de ce côté là dans ce film. Moi, j'ai juste, c'est une question en même temps que je vais vous poser. Le film débute, enfin, l'une des premières séquences, on voit des gens qui sont dans leur voiture et qui contemplent un feu d'artifice. Mhm. On n'a pas d'explication sur ce Mhm. feu d'artifice. Non, hein vous me confirmez? Mais c'est les feux d'artifice de la Camorra normalement. C'est pas Eh ça. ben, c'est moi qui t'avais raconté ça. Parce qu'effectivement. Non, je le savais aussi. Hein. Ah non, ça m'étonne parce que je t'en Ah. avais parlé parce que c'est un serveur qui m'avait raconté ça. À Ah Naples. oui, alors c'était Enfin, toi. Oui. à mon Quand il y a un ex. meurtre, non, c'est pas ça? Non, bah tu vois, t'avais pas écouté. Ah, je sais plus. En fait, effectivement, quand on était à Naples, tous les soirs, il y avait des feux d'artifice. Donc moi, bêtement, je me suis dit, c'est parce qu'il y a des matchs de foot, probablement. Et tous les soirs, il y en avait d'autres. À d'autres niveaux, Beaucoup de à foot. peu importe quelle heure et tout, machin. Et un jour, on avait posé la question dans un restaurant. Il y a un des serveurs qui nous explique,
je ne sais pas si c'est vrai, s'il nous a dit ça pour nous faire peur, mais il nous expliquait que chaque feu d'artifice, selon la couleur, selon la durée, avait en fait une signification. Soit c'était pour un deal de drogue, soit c'était pour annoncer qu'un gars de la Camorra rentrait en prison ou sortait de prison. Ah ouais. Ah oui, voilà. Et effectivement, quand le film Tous les commence, jours. ouais, et quand le film commence, effectivement, tu vois ça. Et tout de suite, quand je vois ces feux d'artifice, je pense à cette anecdote. Donc, j'attends de voir Ah, ok. s'il y a un sens dans le film, mais comme il donne pas de sens et que les Ah gens oui. regardent ça de manière C'est un peu déceptif pour toi. mais non, au contraire, ça corrobore ce que je pense. Parce que s'ils avaient donné une explication, oui, c'est parce que c'était la fête nationale ou quoi que ce soit, bon, il y a eu une explication. Sauf que là, les gens regardent le feu d'artifice, comme s'ils regardaient des feux d'artifice tous les soirs, tu vois, quand ils prennent la route ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a un... Tu le dis, ils ont l'air un peu anxieux, en fait, en regardant le truc. Ils ont pas l'air. Il y a surtout une genre, dame. tu vois, Il y a une dame, ouais. je me souviens, qui regarde comme ça, qui dit, oh là là, d'accord. Encore, qu'est-ce qui se passe encore un. Et du coup, quand je vois cette scène, je me dis, c'est la première fois, en fait, où je lis quelque chose qui corrobore ce que m'a dit ce serveur. Ah, d'accord. C'est la ok. première fois. Et d'ailleurs, il y a Diego Maradona qui avait un lien assez important avec la mafia napolitaine, il était toujours convié. Je l'ai entendu parce que j'ai écouté, Il testait la coke, là-haut, je une histoire documentaire et il testait la coke. Alors Diego, elle est Et bonne. il était souvent invité aux fêtes, aux anniversaires des enfants, aussi au ça, et il a jamais dit non en fait. Il a jamais voulu dire non, ou voilà, il a peut-être eu peur de dire non à un moment donné, et donc il s'est laissé embarquer là-dedans quoi. Donc il y avait un lien assez pense particulier avec la Camorra et Diego Maradona. Le temps qu'il jouait à Naples, il était tant qu'il faisait gagner l'équipe, je pense qu'il avait pas de problème avec Ouais. la mafia. Ouais, c'est ça. Mais après là-bas, tout est tellement intriqué. Je veux dire, la mafia, c'est la politique. Je veux dire, tu peux pas y échapper quand t'es, j'imagine, Une dans star quelle quoi. célébrité, Ouais. impossible. Les mafieux avaient chopé un mec et l'avaient tué parce qu'il avait loupé un penalty. Ah, c'est dans Non, l'Amérique du Sud. C'est dans l'Amérique du Sud. Colombie. c'est Amérique du Sud, En Colombie. Je veux dire, voilà, Colombien. Ouais. Ah non, Non, mais c'est- Coupe du Monde 94. 94. Où la Colombie, il y a un gars qui marque quand même, alors je vais dire 2 ou 3 buts contre son camp, et quand il retourne au pays, la Colombie était éliminée. Donc dernière Coupe du Monde de Maradona en 94. Oui. Il retourne dans son pays en Oui, Colombie. c'était aux États-Unis. Ouais, c'était en 94 aux États-Unis. Il retourne en Colombie, il est dans un resto, il y a une bagnole qui s'arrête, les gars sortent et Bam, il bam. le mitraille parce qu'il a marqué contre son camp, mais je crois qu'il a marqué au moins 2 buts contre son camp. Et donc c'était je sais pas si vous vous souvenez. Après on va reparler du film parce que c'est vrai qu'on parle mafia et on parle football, et ce but de Maradona en Coupe du Monde 94 d'Argentine, quand il court face à la caméra et qui gueule face à la caméra, tu vois, il a des kilos en trop, mais il vient quand même de marquer, il dit putain, je suis encore là les gars. Ouais, ouais. Moi je suis encore vivant quoi. C'était- Il est comme un peu comme nous quoi. Avec Ouais. C'est vrai que tu parles de la C'est ça. mafia et dans le film, on en parle pas du tout, quoi. Mais non, parce que alors justement, donc c'est là où je veux en venir. C'est que c'est le Naples fantasmagorique Ouais. aussi, tu vois, d'une certaine manière. Parce que c'est un Naples qui est quand même... Je dis pas qu'il est... Oui, je pense qu'il est fantasmagorique. Il est plus fantasmagorique que éludé ou de manière polissée, tu vois. C'est parce Genre que... l'Amélie Poulain, Ouais, on rentre pas forcément dans ce travers-là, mais je pense parce que... Alors, je voulais en venir là, c'est vraiment les références à Fellini, tu vois. On a tous ces personnages très hétéroclites, très pittoresques. Vous parlez, tu vois, La famille, les oncles, tout ça. c'est ça, entre donc la tante Même la ottomane, on a donc la vieille qui insulte tout le monde avec son manteau de fourrure. On voit Il y a aussi aussi l'oncle qui se fait arrêter, qui il y a le flic, magouille ou non mais il qui- il y a le flic retraité, Il y a un tu vois. petit peu un voisin qui- un peu débile ou attardé mental. Il y a le flic retraité qui sort avec une personne de forte corpulence. Tous ces personnages-là très pittoresques et de parce qu'ils représentent même physiquement. J'ai vu ça plusieurs fois chez Fellini. Ouais, j'imagine. Tu vois. Dans Armacor, alors je sais très bien quoi là que Sorrentino s'en réfère, hein, c'est une de ses influences majeures. Mais Je fais Oui, une Mike. question là-dessus. Est-ce que tu peux faire autrement pour expliquer ou pour montrer l'Italie ou pour montrer la vie familiale italienne? Est-ce que tu Faut le peux rappeler que c'est semi-autobiographique aussi. oui, non, alors c'est peut-être semi-autobiographique. Non, mais ça j'entends. Mais le côté pittoresque et l'exubérance, tu vois, des personnages qui est très outrancier, qui est voulu et qui donne ce charme aussi à ce cinéma-là italien. Je pense pas qu'il s'inscrit dans une certaine réalité. C'est une réalité un peu fantasmée, comme le Naples qu'on nous présente, qui est fantasmagorique, Oui, bah oui. parce que justement, on nous montre pas justement. La Camorra, on nous montre, c'est pas ce que j'attends dans le film, hein, pas du tout, hein, parce que sinon je vais voir Gomorrah, hein, j'attends pas ça, mais je vois pas non plus les monticules d'ordures, je vois pas ça, je vois un Naples qui est quand même très poétique, Très lisse aussi, ouais. ouais, et quelque chose qui est le Naples. Moi, ce qui m'avait marqué, je sais pas si t'as eu ce rapport-là quand t'étais allé à Naples, moi j'étais
fasciné parce que à chaque coin de rue, tu voyais des choses magnifiques. Et Tout le moche monde- à la fois. Voilà. Et les choses magnifiques, tout le monde se fout. Parce que t'as l'impression que l'art, la culture à Naples est un petit peu mise de côté. Alors que là, dans ce film-là, elle est omniprésente. On va voir de l'opéra, on va voir du théâtre, parce que peu importe ta classe sociale, le jeune homme qui le dit, il le revendique. J'ai vu de peu de films dans ma vie. Et il est en train de poncer, il a vu une dizaine de fois Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Mais sinon, il a vu peu de films. Par contre, il va être cinéaste. Et tous, ils ont tous la fibre artistique. Ces personnages-là, les archétypes même de ce qu'ils représentent, sont des artistes en eux-mêmes. Ils sont des œuvres d'art, tu vois, eux-mêmes. Bah, l'échange d'ailleurs qu'il a avec le réalisateur est dingue à la fin du film, il est génial. Alors c'est, Parce qu'il se fait engueuler littéralement. ouais, quoi. et c'est dommage parce que on aurait voulu en voir plus de ça. Ouais. Vraiment, on aurait. Et donc lui, c'est un cinéaste qui a vraiment existé. Hein. Donc il y a une séquence, d'ailleurs, ils reproduisent une séquence d'un tournage où il y a le gars qui est accroché sur des filins. Tu vois. Et quand il voit ça, il est complètement ravi. Il trouve ça magnifique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il veut devenir cinéaste, parce que ça le fascine, il trouve ça très très beau. Et donc il a cette conversation, effectivement, avec ce réalisateur, qui est un réalisateur très méconnu, hein, surtout en France. Hein. Je sais même plus comment il s'appelle. Aguano, non? Antonio Capuano. Ouais, c'est ça. Capuano. Ouais, c'est ça. Et je sais même pas si en France, moi j'en ai vu aucun, hein. Aucun de ces films, je sais même pas s'ils ont véritablement été distribués chez nous, mais c'est un cinéaste napolitain qui a eu beaucoup d'influence et qui a énormément influencé effectivement Sorrentino dans sa vocation. Et donc, de qui cinéaste. empêche ce jeune homme qui veut aller à Rome, monter à Rome faire du cinéma, et il l'incite à rester sur Naples et faire du cinéma à Naples, et puis qui a dit que c'est un décor à ciel ouvert et qu'il peut tout imaginer ici, quoi. Oui, c'est ça. Il lui dit en gros, mais pourquoi tu vas chercher à Naples ce que tu as déjà À Rome, ce que t'as déjà à Naples. à Rome, ce que tu as Ouais, déjà il à lui Naples. dit aussi, je crois, si t'as rien à dire ici, t'auras rien à dire à Rome. Ouais, ça c'est formidable. Bah, il a raison parce que Naples est éminemment cinématographique. Ouais. Alors, c'est vrai que moi qui suis un fan de Giallo, le Giallo c'est principalement tourné à Rome et à Turin. Mais Naples, putain, quand tu vois Naples, tu te dis, oui, évidemment, tu peux faire un film à Naples, c'est une ville dingue. Bon, moi, je suis un peu sur la réserve, moi, sur ce film. Hein. J'aime bien le cinéma de Sorrentino, mais voilà, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pittoresque, un peu plus, quand même, malgré tout, un peu plus baroque, un peu plus flamboyant. Il y a les personnages qui sont comme ça, mais dans l'ensemble, j'ai pas été. Ce que donnait plus Transcendé. la Grande Bellezza, peut-être. Ouais, complètement. Mais la Grande Bellezza, moi, je comprenais ceux qui pouvaient être irrités par ce film parce qu'il est vraiment too much à une certaine mesure et qu'il est vraiment là aussi Et extrêmement l'acteur est cool. influencé par J'ai oublié son nom. L'acteur est vraiment génial. Bah, qui joue aussi, non, c'est Tony Servillo. Servio. Ah ouais, Servio, ah c'est ouais, ça. il est Oui, il génial. joue le père. Il joue le père. hein, Ouais, ouais, bien ouais. sûr. Et il jouait, moi, la première fois que j'avais vu ce comédien, et c'était le premier film de Sorrentino que j'avais vu, c'était Il Divo. Alors, Il dit, ouais. Putain, ça, par contre, ça, c'était vraiment une claque à l'époque, ouais. Et ouais, ça, c'est vraiment un super film. Je vous prêterai, moi, je l'ai en DVD, vraiment, vraiment génial. Et donc, ça parle, tu vois, de cette connivence entre les milieux politiques, le Vatican, la mafia et tout. Enfin, c'est d'après une histoire vraie. C'est vraiment fascinant. Ça se suit trop bien. Tu n'y connais rien à cette histoire-là, toi, en tant que Français. Putain, t'es happé. Ah ouais, complètement. Donc moi, bon, je suis un peu Sur ta fin, quoi. déçu. Tu restes un Un peu peu. sur ta fin. Ouais, Bon, bah, bah, c'était comme un puzzle. c'est un Tu peu. vois. C'est une sorte de puzzle ou alors une pelote de laine où il y a plein de fils qui sortent, qui tu peux tirer, et puis on les tire un petit peu, on les suit un petit peu, mais sans qu'il y ait vraiment une continuité dans... J'ai pas vu de fil rouge. Qu'est-ce qu'on veut vraiment nous dire, mis à part les expériences de ce jeune homme qui a toujours l'air d'avoir un regard très contemplatif, surtout même quand il regarde. Alors ils ont tous l'air un peu d'avoir la mâchoire qui tombe quand effectivement Patricia la tante se déshabille. Oh là là. Mais si tu regardes bien ce regard-là, lui, il l'a pour beaucoup de choses. Là, il a la bouche un peu ouverte, les yeux comme ça, et puis il regarde comme s'il était un peu happé par le côté un peu poétique de ce qui est en train de se passer, ou peu importe, tu vois. Donc, est-ce que c'était ça? Moi, je me suis raccroché à ça finalement, tu vois. Et finalement, pour me dire, oui, c'est juste un bout de vie où il y a plein de petites choses qui s'amoncellent. Tu vois, quoi. il est enthousiasmé par la venue de Maradona, et après ce qui lui est arrivé, tu vois que Napoli devient champion d'Italie et que lui passe à côté de ça. Enfin, Il s'en fout. Ouais. il s'en fout, quoi. De toute façon, la Ouais. question ultime, Et je rappelle c'est- son frangin quand ils sont dans la chambre tous les deux. Ils sont tous les deux au lit et son frère, il lui dit, si tu dois choisir entre Maradona qui vient au Napoli ou te faire Patricia, qu'est-ce que tu choisis? Et là, il dit, putain, c'est dur quand même. Ouais, Non, non, mais je il faisais choisit- des questions comme ça. Mais on sait ce Et il qu'il choisit quand même la bonne Napoli. réponse. il choisit le football. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une notion en fait de mysticisme, pardon, et des côtés miraculeux. Donc déjà, alors quelque chose, Maradona, venu de Maradona, c'est miraculeux. Lui qui s'en sort, on va pas expliquer, mais le drame familial, lui s'en sort et que ça tient du miracle. Exactement. On a un petit, je sais plus comment on appelle ça, un moignon, Le moisillon. le moisillon,
le petit moine Petit moine, Moilignon. qui va quand même guérir Vas-y. un personnage de la stérilité. Il y a plein de petits événements comme ça, tu vois, qui sont de l'ordre du Ça doit miracle. être très, comme dit Intramuros, c'est-à-dire ça doit être ou alors propre à des gens qui sont. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là, mais pour moi, c'est une scène d'extraterrestre. Ça. Ah oui, ouais. Oui, J'ai pas du tout compris. mais justement, si c'était vrai, si c'était elle C'est qui des était croyances un peu folle, parce napolitaines. qu'après, enfin bon, bref, tu vois. mais justement, il joue sur ça. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il joue sur ça, sur ce mysticisme que, comme tu dis, que tu peux trouver dans les croyances italiennes, tu vois. Un enfant moine qui peut te guérir de la stérilité, la venue d'un saint du football qui va sauver notre club, qui va sauver notre ville, ce même saint qui est un élu puisqu'il marque de la main de Dieu, tu vois, lui, le personnage principal qui s'en sort dans ce Qui est destin miraculé, funeste, tu vois, des membres de sa famille, c'est un miraculé. Il y a ces miracles-là et l'Italie, enfin, on le sait tous. Il y a un de ses oncles qui lui dit, c'est lui qui t'a sauvé. Ouais, bah oui, Mhm. et l'Italie baigne dans ce mysticisme. Et plus tu vas dans le sud, plus c'est c'est ancré. clair. quoi. Bah oui, Ouais. clairement. Ok, merci les garçons. On va passer, pour ceux qui l'ont vu, il y a que 2 personnes, au dernier film de Steven Spielberg, West Side Story. Alors les garçons, vous restez à table ou pas? Oui, des on va poser des questions. Ah, vous posez des questions. Super. Non mais ça va aller très très vite. Oui, très Très bien. Mike, dis-le. C'est un putain de chef. C'est un putain de chef-d'œuvre, oui. Non, t'es moins emballé. Non, si, non, mais plus j'y repense et moi j'oublie. C'est la vie, C'est la vie, c'est la vie. Non, mais moi j'ai pas la culture du cinéma, enfin des comédies musicales, etc. À part celle de Kamel Ouali à l'époque. C'est déjà bien. Et du coup, West Side Story, c'est un putain de chef-d'œuvre. Quadricolore. Voilà, c'est ça, quadricolore. Et tu, Bruno Vandelli. Bruno Vandelli. Ah, c'était Bruno Vandelli. Les Watford. Les Watford. Ouais. Et donc du coup West Side Story, c'est en fait j'y suis allé en sachant que c'était une comédie musicale, mais pas, je savais pas du tout ce que ça allait être. T'as Et donc, vu toi, t'as vu le premier? Non, Ah, j'avais la version, dit que j'allais le voir et j'ai D'accord, pas, donc- je me suis pas pris le temps de le regarder sur. Il est disponible sur Amazon Prime Video. La première mouture. Première mouture, ouais. Et du coup, pour raconter l'histoire, c'est la bande des Sharks et des Jets, donc les Américains et les Portoricains, qui se battent un territoire qui est un territoire. Je sais plus quel secteur de New York, pas de New York. Los Angeles. Doit être dans le sud, ça. Si, c'est West Side. C'est New York. C'est New York, C'est c'est ce que je dis, oui, c'est ça, oui, New York. Voilà. Et donc, il y a un des leaders des Jets, un ancien leader des Jets, qui tombe amoureux, éperdument amoureuse de la sœur du leader des C'est Roméo et Sharks. Juliette, en fait. Bah, c'est Roméo et C'est Juliette. Roméo et Juliette Oui. à New York, en fait, ouais. Et donc, sauf qu'ils s'opposent, puisqu'il y a le racisme des 2 bandes, les Portoricains contre les Américains. Sauf que, maintenant, il y a de la mixité, puisque le leader des Jets tombe amoureux d'une des filles enfin, qui fait pas partie de la gang, mais c'est du gang, mais c'est la sœur du leader des Sharks. Et donc, du coup, voilà, toute l'histoire, voilà, c'est très très beau. Non, en tout cas, c'est très beau, c'est très bien filmé, voilà. Moi, j'ai bien aimé. C'est très chorégraphié, enfin voilà. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais. Donc, oui, Mike l'a très bien expliqué. Pas du tout. Mais si, d'une certaine manière, on a tous compris. Et comme l'a soulevé Jules, c'est une revisitation de Roméo et Juliette, très clairement. Et donc, à l'origine, c'est une pièce de théâtre sur Broadway. Ça a été adapté par Robert Wise en 1961, musique de Leonard Bernstein. Très grand film qui avait raflé, je crois 10 Oscars avec Natalie Wood. Voilà, un classique. Ça, je pense qu'on l'a tous vu. Les frangins, vous l'avez vu aussi. On en avait déjà parlé en off. Voilà, c'est un classique. Du coup, quand ils ont exprimé l'idée à Hollywood de faire un remake de West ce film, Side Story. West Side Story, Grincer les dents. bah, tu dis mais c'est complètement con les gars. Enfin, En gros, c'est touchez pas au classique, quoi. est-ce qu'on va faire un remake de Titanic? Tu vois, est-ce qu'on va faire un remake, je sais pas, de Ben-Hur? Ah bah oui, ça a déjà été fait. Donc pourquoi pas faire West Side Story? Surtout que c'est l'ami Steven Spielberg qui s'y attelle. Et là, tu te dis, bon, Steven est capable de tout. Le mec, voilà, on peut y croire. Moi, j'y crois. Il a fait quelques films, il sait. Il sait faire. Le gars sait se démerder avec une caméra. Surtout que donc West Side Story, comédie musicale, il a déjà touché d'une certaine mesure à la comédie musicale avec Indiana Jones et le Temple Maudit, où
la séquence d'ouverture, c'est 10 minutes de comédie musicale incroyable, l'une des plus grandes scènes, l'une des plus grandes séquences qu'a réalisé Steven Spielberg. Tu te dis, bon, bah, le mec peut le faire. Il a fait plus que ça. Mais vraiment, moi, je le disais tout à l'heure avec les copains, moi, j'ai eu la banane pendant 2h36. Il dure 2h36 ce film. La banane, c'est le sourire. Hein. Oui, ça n'a rien à voir avec une érection que j'ai pu avoir à un moment donné aussi, parce qu'il y a des actrices qui sont très jolies. Mais le film commence, sans déconner, mais moi, j'étais happé. J'ai vu des séquences. Vous savez, souvent on parle de cette virtuosité que peut avoir certains cinéastes par des plans séquences, par des plans incroyables, des séquences incroyables. Il y a de ça dans le film. Et toi, sauf que la différence, je finis juste là-dessus. La seule différence, c'est que Steven Spielberg, tout ce qu'il fait, c'est jamais du fruit du hasard. C'est un sens. C'est pas juste, on n'est pas chez Sam Mendes. Tu vois, on fait de la virtuosité pour montrer qu'on sait faire et ça ne raconte rien. Là, il fait, et ça, tout ce qu'il fait a du sens. Toi, tu disais que la scène qui t'avait marqué, dès le début, dans les 5 premières minutes, tu avais compris toute la caractérisation des personnages, tout ce qui se passait. En fait, ce qui est très fort, c'est que dès le début du film, ce que tu ne trouves pas dans la version de Robert Wise, il parle de cette gentrification aussi. Oui. Donc effectivement, il y a ce côté, voilà, territoire, on se bat, donc les Jets et les Sharks se battent pour un territoire, mais en même temps, ils affirment leur identité. Les Jets, ce sont les Américains, on va dire les natifs. Très rapidement, on se rend compte qu'ils sont pas plus natifs que les autres, italiens, puisque polonais, ils sont de toutes les origines, voilà, irlandais, tout ça. Les États-Unis sont créés, l'origine même c'est l'immigration, et les portoricains en face, donc ce sont les Sharks. Donc on va se dire, voilà, il y a déjà ce conflit en fait, tu vois, de migrants. Mais il y a le territoire, mais on se bat pour un territoire qui n'existera plus demain. Oui, parce qu'il y a un programme, parce que d'urbanisme. Exactement. Donc, il nous explique que par ce principe de gentrification, ce sont des riches qui vont venir sur votre territoire. Vous, les gars, vous allez dégager. Parce que vous avez beau être portoricain, américain natif, si vous voulez, ou quoi que ce soit, vous êtes tous la même chose. Vous êtes tous des pauvres, au final. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tout ça nous est raconté dès le début, quand le film commence. Ouais, c'est très bien fait. Voilà. Ça, on le comprend. Il faut rappeler une chose, c'est une comédie musicale. Moi, je l'ai vu avec notre amie Eleonore qui n'est pas présente ce soir. Eleonore, quand on est sorti de la salle, elle m'a dit, c'est compliqué quand même. Mais pourquoi? C'est moi les gars qui chantent, qui dansent, qui machin pour exprimer des choses. Donc, quand vous allez voir ce film, il y a 2-3 notions qu'il faut avoir à l'esprit. Une comédie musicale, oui, ça peut donner un sentiment de naïveté, parce que il faut accepter que tout ce qui est l'ironie, le cynisme qui est inhérent à notre époque, à notre manière de concevoir, de montrer des sentiments, parce que justement on est dans le non-sentiment, on dit c'est des choses qu'on ne veut pas montrer, là on le montre de manière à les extrapoler par le chant et la danse. On se bat en dansant, on se fait la cour en chantant, mais c'est le propre même de la comédie musicale, oui, et ça n'empêche pas qu'on peut y dire des choses qui sont graves et qui sont dures. Et dans ce film-là, il y a des choses ça. comme ça. Non, c'est un film. Au niveau de la BO, en quoi elle diffère du matériau original? J'ai pas le sentiment qu'elle diffère grandement. Alors, il y a elle est modernisée. Voilà, elle est modernisée, elle est un peu réactualisée. C'est les mêmes pistes, quoi, quasiment. C'est les mêmes. Oui, les paroles, alors dans mon souvenir, c'est la même chose. Il y a quelques petits. Michelin Dax. Voilà. Michelin Dax. Alors, cette scène-là, pour le coup, elle est assez formidable, parce que cette scène-là, alors, je pourrais pas la chanter, mais dans la version originale, effectivement, ils sont uniquement sur le toit. Donc ce sont les portoricains qui parlent de leurs conditions, les femmes qui sont très heureuses au final d'être aux États-Unis parce qu'elles ont le futur devant eux, parce que leur Amérique offre des opportunités que en Porto Rico ils auront. Et donc leur mari, eux leur rappellent qu'au final, les difficultés que c'est dans leur position en tant que portoricains de vivre ici. Et donc là, déjà dans la scène originale de Robert Wise, donc c'est déjà très très beau, c'est déjà vraiment assez incroyable au niveau de la mise en scène, mais c'est circonscrit au toit. Et là, putain, ça se déplace, ça passe d'un appartement, t'as l'impression qu'il y a tout New York qui va danser avec toi. Génial. C'est vertigineux. Je pense, là, pour répondre à ta question, je pense qu'ils ont un peu rallongé la chanson, qu'il y a des éléments qui ont été rajoutés, mais le fond, c'est la même chose, ça dit la même chose, puisque au final, cette histoire-là est intemporelle. Parce que là où Spielberg, il a raison, c'est que le film donc initial est en 61, donc on est fin des années 50, début 60, grosso merdo. Le film que vous allez voir actuellement, en 2021, c'est la même époque. Et c'est parce que les thématiques n'ont pas changé. Quand il parle de l'incompréhension, le problème de communication, le racisme inhérent, tu peux le faire dans 20 ans et ça fonctionne toujours. Fonctionne, malheureusement, ça marche toujours. Et c'est pour ça que le film reste encore pertinent quand on entend. Oui, mais quel intérêt de faire ce film? Et non, le sujet est encore pertinent aujourd'hui.
D'ailleurs, le rapport il y avait à ça aussi, justement, il y avait pas une polémique, mais il y avait des discussions qui étaient lancées sur le fait que Spielberg avait souhaité ne pas sous-titrer En espagnol. Ouais. À l'espagnol, oui, c'était D'accord. une de mes questions, une de mes interrogations. Pourquoi l'espagnol n'était pas sous-titré? Alors, il faut juste reprendre une chose, c'est que nous, on regarde le film en VST. Donc nous, il y a la partie anglaise qui est sous-titrée. Oui. Ok. Les Américains, donc aux États-Unis, s'ils regardent ce film, il faut pas être sous-titré en anglais. Mhm. Donc s'ils rajoutent uniquement le sous-titre en espagnol, c'est qu'ils rappellent que ils sont des étrangers sur leur territoire. Et lui dit non, ce sont des Portugais, des Portoricains, mais ils sont américains comme nous. Et nous sommes un pays de migrants où il y a 36 000 langues, tu vois, qui tournent autour de nous. On ne parle pas que l'anglais. Donc je vais pas commencer à sous-titrer l'espagnol comme si c'était des étrangers. On sait très bien que l'espagnol aujourd'hui aux États-Unis, c'est la deuxième langue, hein, Oui, et un jour, ça, ce sera ouais. peut-être la première langue, tu vois, Mhm. officielle des États-Unis. Enfin, j'extrapole un petit peu, tu vois. Ouais. Mais il faut pas sous-titrer ça. Tu vois. Oui, Et mais pour dans le- l'exploitation étrangère, tu peux comprendre qu'un sous-titrage soit parfois nécessaire. Il y a rien qui est incompréhensible. Non, mais très honnêtement. Non, mais Voilà, rien, moi, non, mais c'était bien ça. sûr. Est-ce Non, que non. ça gêne Non, mais à la du tout. compréhension? Non, ça gêne pas la compréhension. Du tout. Non, mais vraiment, parce que souvent, en fait, il y a quelqu'un qui parle en espagnol, l'autre va lui répondre en En anglais, et tu comprends tout. Et Mm. très souvent, donc les Portoricains, ils se rappellent, ils disent in English. In English, please. Même entre eux, tu vois, Mm. ils disent in English. Et Ouais. voilà, il y a toujours des personnages. Au bout d'un moment, quand tu Oui. t'agaces, tu t'énerves, bah tu parles dans ta langue maternelle. C'est normal. D'accord, non, mais ok, t'as répondu à ma question. Et non, le film est vraiment brillant. Et il est beau. Il est magnifique. Il est Des beau. comédiens exceptionnels. Ouais, là où Et 2h45, hein, c'est ça? Non, 36. 2h30. Non, mais 2h36. Alors, 45 avec les crédits. petite Oui. anecdote. Je veux voir le film donc avec Eleonore. On est peu dans la salle. On est 3-4. Tout d'un coup, il y a 2 salles de classe qui débarquent. Oh la vache. Là, vous connaissez. Moi, j'ai pas d'enfants. Je vois des gamins qui s'amènent. Bon, ça m'agace déjà un petit peu. Un peu vieux jeu, tiens. Ouais, mais Des a priori. Et des- je suis De toute rongé. façon, Je suis ouais. rongé par les a priori. Au cinéma, tu vois ça débouler, de toute façon, tu Ouais. vas te dire, C'est ça. Et en fait, il m'est arrivé la même chose qui m'était arrivé dans le cadre d'un festival où je me suis pris une claque pour me rappeler que j'étais idiot d'avoir des a priori. Ces gamins-là, ils sont restés 2h30 à regarder le film. À la fin du film, ils ont tous applaudi. On a une salle pleine qui a applaudi le film. Un film où je me disais, ces gamins-là, dans le meilleur des cas, ils vont s'endormir parce que ils vont trouver ça effectivement bébête et naïf. Ah non, ils ont applaudi, ils ont trouvé ça super. Deuxième anecdote, dans le film original de Robert Wise, les Portoricains, ce sont des blancs-becs qui sont grimés en latinos. Natalie Wood, elle est pas plus portoricaine que vous et moi. Et donc on a des comédiens qui ont été un peu très maquillés pour faire portoricains. Aujourd'hui, heureusement, ce sont des vrais, des latinos. Donc parce que Il y en a même un qui ressemblait à un hindou. Avec la moustache. C'était pas le truc. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bien vu, C'est des Mike. mecs qui- se constituent- Ah bah oui, Bollywood. Ah oui. Forcément, les comédies musicales. Mais aujourd'hui, fort heureusement, tu pourrais pas te permettre ça. Et après, pour relativiser peut-être un peu la chose, je suis pas certain, tu vois. Alors, bon. Hollywood était aussi extrêmement sclérosé à ce niveau-là, tu vois, dans les années 50. Mais j'ai du mal à croire que même à Broadway, il y avait beaucoup de comédiens latinos, tu vois, qui pouvaient reprendre ces rôles-là. Ça justifie pas le fait que tu fasses des blackface ou quoi que ce soit, même si c'est pas vraiment le cas, hein, mais de les grimer, tu vois, en latin. Mais en tout cas, ouais, le film est plus que plaisant. Moi, j'ai pris vraiment, c'est une leçon de mise en scène. Souvent, je me disais, putain, si vous voyez ce film-là, vous pouvez apprendre à comment on fait un film, comment des plans peuvent avoir du sens. Vraiment. Et Non, c'est mais pas juste du brio. En plus, il y a le fait que tu filmes des danseurs. Tu filmes pas des acteurs qui parlent et voilà. Mais il y a des gens, il y a du mouvement perpétuel et c'est pas que juste 2 personnes qui dansent. Non, toute une foule qui danse. C'est vraiment, vraiment impressionnant de filmer tout ça et d'être très cohérent. C'est vraiment chouette. Déjà, habituellement, les États-Unis, Hollywood sait filmer ce genre de truc très bien. Alors là, si c'est Spielberg en plus, tu vois, à la manœuvre. Après, j'ai envie de dire, il prend un risque aussi. C'est le genre est pas trop non plus vendeur sur le marché. La dernière, c'est La La Land, qui avait été un succès. Qui a marché. Tu vois, mais La La Land, en fait, est plus contemporain déjà. Il y avait Ryan Gosling. Ben Oui, voilà. Il y avait Ryan Gosling. Ryan Gosling, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il serait vecteur, tu vois, d'entrée, mais au moment où il sort, Ryan Gosling, c'est le beau gosse où toutes les midinettes vont aller voir ce film parce que Ryan Gosling, dans une comédie romantique, ça peut le faire, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai vu un extrait de La La Land et je me suis dit, waouh,
t'as Ryan Gosling en train de jouer au piano et Il y en a une nana qui arrive et il l'embrasse. c'est ça, elle lui dit, excuse-moi, vous auriez dû. Et puis, je te jure, enfin, elle veut lui dire qu'elle le trouve merveilleux, hein, Ouais. il va pas lui demander du feu, mais elle arrive avec aucune autre intention que de lui parler, Et et lui, lui dit rien, il l'attrape pas par les cheveux, mais on n'est pas loin, il l'attrape à la taille, il la penche, et poum, il lui roule une grosse balle, je me suis dit, Mais vous avez jamais vu La La Land? hashtag Non. MeToo. Bah, si. C'est un super film. Mais c'est- Super film. Et non, mais cette séquence, elle est géniale aussi dans La Land. Moi, je la trouve Ouais, ah non, super. non, désolé. Il n'y a pas d'histoire Après, c'est de un beau consentement gosse, ça là-dedans non plus. Je te dis, s'il avait une bosse dans La le dos, nana, qu'il elle avait avait fait pas ça, dit moi, oui, je elle te a dis pas qu'il dit y avait un non. petit procès, Oui, hein. alors si on parle de ça, on peut parler c'est de la Belle au bois dormant qui se fait réveiller par un ouais, baiser alors qu'elle dort quoi tranquillou. C'est clair. Bonjour madame. Il y a Non, quelqu'un? Super film. Alors il y a rapidement sur le casting, donc il y a le Ansel Elgort. Tu m'as dit c'était quoi? C'était une endive. Bon, Bon. quand même, en termes de jeu d'acteur, c'est pas non plus. En fait, voilà. c'est pas au niveau jeu d'acteur. Je pense que ce garçon a un déficit de charisme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il sait bouger et il nous l'avait prouvé dans Baby Driver. C'est Jesse Eisenberg qui sait danser. Ouais, Un peu. ouais. Mais- Vous parlez, c'est lequel? C'est celui. C'est Tony. Ah, Tony. D'accord, ok. Ah ouais. Il est Ouais. pas connu pour, tu vois, son. Un Et charisme pourtant, fou, quoi. oui, mais pourtant, c'est pas, enfin, il a pas peut-être pas de charisme, mais il a une tête quoi. Et bah oui, bah Il a si c'était l'homme sans tête, ce serait Non, Sleepy non, Hollow, non, ce mais je serait veux moins dire, drôle. non, mais on peut dire que c'est un beau gosse. Oui, c'est un beau gosse, mais non, mais il est un peu fadasse. Le garçon, Oui, il est quand un même, peu tu vois. fadasse. Oui. Mais après, c'est pas grave parce que l'interaction avec, comment elle s'appelle cette jeune fille, Maria, c'est quoi? Rachel Ah, Zegler. Et ben, au début, quand elle apparaît, quand je vois cette petite chose, je me dis bon, un peu frêle comme ça, j'étais pas tellement en confiance. Mais punaise, elle prend une place dans le film, elle est merveilleuse. De toute façon, toutes les actrices, hein, il y a Rita Moreno, il y a Ariana DeBose, enfin, franchement, le cast est vraiment, vraiment chouette. Ah, il y a Corey Stoll. Alors, je me demandais si lui, il allait chanter, et il chante pas. Bon, dommage, ça aurait pu être rigolo. Ouais, il est bien, lui. Mais, lui, il est, Il est chouette. c'est toujours le deuxième couteau, tu Ouais, vois, exact. mais il passe bien. Et, j'adore, il a ouais. une tronche, il a quelque chose. Et je me suis dit, est-ce que lui il va chanter? Bah non, il chante pas. Ils chantent tous plutôt pas mal, non? Ils chantent tous très bien. Hein ouais. Et elle, en fait, bah, c'est marrant parce que Eleanor me disait la même chose par rapport à Rachel Zegler. Elle me disait, ouais, elle a une voix qui porte trop dans les aigus, elle a une voix un peu d'opérette, qui peut être un peu agaçante. Agaçant. Mais Nathalie Wood, dans le film, dans la version originale, c'est ça aussi, tu vois. Non, franchement, moi, j'ai vraiment pris une claque avec ce Il film. va être longtemps à l'affiche encore? Non, il marchera pas, ce film. Il marche pas du tout déjà. Il marche pas parce que, comme on dit, il y a plus d'appétence. Lolo en parlait pour les comédies musicales, même aux États-Unis, qui est quand même la nation un peu des comédies musicales. Hein. On pense au Gene Kelly, au Fred Astaire et compagnie, mais là, ça marche pas. Bon, effet Covid et tout ce que tu veux. Les États-Unis, ils attendent qu'une seule chose, qui est le nouveau Spider-Man qui sort. C'est tout, quoi. Et puis Matrix. Puis Matrix. Mais si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, parce que c'est un très grand film de Steven On Spielberg. fera peut-être un épisode spécial Matrix. Peut-être. Ce sera la surprise. Tonton Spielberg nous rappelle qu'il est quand même le patron. Vraiment, à 75 ans, le mec, fort. Très très fort. Bravo, Steven. Merci les garçons. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Et pour cette rubrique, nous allons retrouver Thomas, que vous avez connu il y a 15 jours, qui va nous partager un de ses coups de cœur aussi. Alors... qui veut commencer? Dans la bonne tradition, je veux commencer. Voilà. Et je vais vous parler de jeux vidéo. Ah. Non, on va faire un raccord quand même avec Police fédérale Los Angeles. J'ai cherché du coup un jeu d'enquête à Los Angeles. Pour le coup, c'est pas les années 80, mais c'est les années 60. Ouais, Julien a trouvé. Je vais donc parler rapidement de un jeu qui s'appelle LA Noir. Donc noir avec l'accent un peu français. Film noir. Film noir. Jeu qui a été, Tu vois rien. tu vois rien du tout. Jeu qui a été développé par Rockstar. Donc c'est ceux qui font Grand Theft Auto, GTA. Ah. Voilà. Je connais. Bah, je connais, mon gars, On j'ai connaît joué. juste l'acronyme, hein. On connaît pas Grand Theft Auto. Grand Theft Auto GTA, voilà. Et du coup, en fait, eux, on se sont dit, ils vont changer complètement de registre, faire un jeu d'enquête qui se passe donc à Los Angeles dans les années 60 où tu joues à un enquêteur qui, poursuit la piste d'un. Alors c'est aussi d'un tueur. Sauf que là, ils ont introduit une mécanique qui était complètement innovante à l'époque. C'était
c'était les premiers à faire des visages entièrement modélisés de A à Z avec des caméras de prise vraiment, où tu avais les personnages dans le jeu qui avaient en fait des têtes d'acteurs, puisque il y a notamment dedans qui joue, alors j'ai noté les noms, c'est Aaron Staton qui joue dans Mad Men, et il y a aussi par exemple John Noble qui est lui dans Seigneur des Anneaux, dans Fringe, le vieux dans Fringe, etc. Voilà. Donc eux par exemple jouent dedans, ils ont leur visage, et en fait le truc intéressant dans le jeu, c'est que tu vas donc te balader dans LA, plus ou moins bien, récolter des indices sur les scènes de crime, etc. Et ensuite mener ta petite enquête dans les salles d'interrogatoire, donc dans les commissariats de police, où tu vas avoir des tête-à-tête avec les suspects. Et le but en fait du jeu, c'est de surtout poser donc différentes questions, t'as le choix, et de voir la réaction des suspects dans leur visage. C'est-à-dire, bon, c'est un peu, le trait est un peu grossi des fois, mais quand ils mentent, tu vois, ils sont là genre en mode, ils lèvent les sourcils, ils sont là. Je sais pas, tu vois. T'avais une notion d'urgence aussi quand t'étais sur les scènes, tu avais un certain laps de temps. Scénaristiquement, c'était bien fait, c'était pas juste genre allez, t'as 1 minute pour le faire. Il se passait quelque chose scénaristiquement parlant, quelqu'un allait t'interrompre, il allait se passer un truc, ou t'as rien à faire là, enfin peu importe. Et t'avais un temps limité aussi pour réunir les indices qui te permettraient de mener aussi l'interrogatoire. Exactement. Il y avait plein de facteurs qui te permettaient justement dans le commissariat d'avoir plus ou moins des situations confortables pour toi pour progresser dans ton enquête. Et du coup, c'était drôle d'avoir ces visages modélisés qui réagissent. Et toi, où tu dois dire, est-ce que lui, il est en train de douter? Est-ce qu'il ment? Est-ce que je vais plus loin dans mon enquête? Parce que si je vais trop loin et qu'en fait le mec mentait pas, il se ferme complètement et je peux pas aller plus loin. Je peux pas avoir d'autres questions qui se débloquent pour progresser moi-même dans l'enquête. Donc c'est un jeu qui est vraiment vraiment cool à faire. C'est un peu un ovni chez Rockstar parce que eux d'habitude ils font des mondes ouverts qui ont pas du tout. C'est presque en fait un peu une sorte de jeu écrit, un peu d'art et essai de chez Rockstar comme ça. Donc ça a pas super bien marché quand c'était sorti. C'était en 2011. Mais c'est toujours bien à faire et c'est si vous voulez un jeu d'enquête qui se prend avec une histoire très sympa et surtout dans les années 60 il y a des décors, on arrive des fois notamment une enquête sur le fameux décor je sais plus quel est ce film mais oui, c'était le film le plus cher de l'époque avec les pyramides, c'est les pyramides d'Égypte peut-être je sais pas, il y a Cléopâtre non, c'était Cléopâtre. Voilà, donc par exemple, tu as une enquête dans ce décor là, c'est assez drôle à faire. Donc j'ai une question. Là tu disais donc c'est pas un blockbuster, c'est ça, c'est un truc d'auteur, c'est ça? Alors ça existe dans le jeu vidéo où les budgets mais bien sûr. Mais alors du coup les budgets c'est quoi? Alors je sais pas, déjà tu parles de ça mais maintenant il y a une grande vague qui s'appelle la vague des jeux indépendants. C'est des gens qui développent des jeux, ils sont 2 ou 3 voire tout seuls. D'accord. Et ils arrivent à développer des jeux qui sont incroyables en termes de prise de position, de narration, et c'est exactement ce qu'on voit dans le cinéma en fait. Mais comme dans le cinéma, du coup, ils se produisent eux-mêmes, mais ils ont un réseau de distribution ils sont rachetés par des grosses majors là. Soit ils se produisent eux-mêmes et ils arrivent à sortir l'argent pour se lancer au départ, pour ensuite être repérés et être achetés par des éditeurs qui vont ensuite les. Voilà. Soit souvent ça se fait par le bouche à oreille. Il y a même des plateformes qui permettent de distribuer ton jeu et tu donnes en fait l'argent que tu veux aux développeurs. Ils ont déjà réussi comme ça, mais souvent en fait c'est plutôt des éditeurs connus comme éditeurs de jeux indépendants qui vont repérer des petites pépites à droite et à gauche dans les salons. Ils vont dire toi mon gars, on te finance ton jeu. Ok, donc il y a des distributeurs de jeux indépendants aussi. D'accord. Comme au Cinoche en fait, c'est exactement le même fonctionnement. Et il y a comme au Cinoche des AAA blockbusters immenses avec 500 personnes qui développent. D'accord. Et ce jeu-là en fait, c'était du coup un jeu développé par les plus riches qui sont Rockstar, sauf que ils ont, si tu veux, c'est un de leurs jeux mineurs. Eux le savaient même qu'ils en vendraient pas beaucoup. Ils ont voulu juste développer ce jeu pour mettre en avant la nouvelle technologie, mais c'était pas un GTA quoi, largement pas, et ils le savaient, mais ils l'ont quand même proposé et ça a quand même relativement marchouillé parce que c'était eux qui l'ont proposé. Donc voilà, ils en ont fait d'autres comme ça. Il y a eu un Max Payne aussi comme ça. Mais et ton jeu là, LA Noire, il se joue sur ordinateur, sur console, sur PC, sur toutes les consoles. Et tu l'achètes là, et tu le trouves encore sur les plateformes actuelles comme jeu rétro, puisque c'est 2011, mais tu le trouves Stream, je sais pas quoi là, sur Steam, des choses comme ça. Sur Steam, ouais, tu peux. Steam, pas Stream. Sur toutes les plateformes, tu peux le trouver pour pas cher, pour une bouchée de pain. Après, c'est un peu vieillot entre guillemets. Oui, c'est à 10 ans quoi. Mais c'est très intéressant. Ouais, il faut toujours remettre à son époque, c'est-à-dire que là c'était une avancée technologique dingue. Voilà, c'est comme ça. C'est sûr que si tu y rejoues maintenant, il y a d'autres choses qui sont faites aujourd'hui avec une esthétique qui est beaucoup plus agréable et après faut avoir les bécanes pour regarder jouer à ce genre de jeu. Okay. Mais
Voilà. Surtout que vous nous disiez la dernière fois, c'est en jeu vidéo, une année normale, c'est équivalent à 10 années de jeu vidéo. Incroyable. Non, mais rien que cette année, il y a eu 14 000 sorties. Ok. 14 Donc, 000 sorties. Non, mais 14 000 sorties noyées. Souvent, il y a, je veux dire, de ces 14 000, tu en retiens 150. Parmi ces 150, tu en gardes 30, et dont 5 excellents. Tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Parce que les grosses maisons, elles, c'est comme dans le cinéma, elles sont capables de mettre des sommes folles sur la table et de sortir des jeux pas finis, des bouses. Pour vous donner, en fait, à titre de comparaison, à Hollywood, on produit 500 films par an. Ouais, bah voilà. Mais quand je te dis, voilà, mais Il y a juste Hollywood. À Hollywood, c'est quoi? Bon, juste pour à Hollywood, on produit. Le mec est producteur, tu sais. À Hollywood. Bon, juste pour vous remettre les choses dans leur contexte, à Hollywood, on produit 500. Alors, à titre de comparaison, chez nous, à Nollywood, c'est au Nigeria, ils produisent 1200 films par an. énorme. Et à Bollywood, c'est un truc de malade. C'est un peu, c'est encore- Bollywood, c'est un peu moins. C'est un En fait, peu ceux moins qui produisent le plus de films, c'est Nollywood parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que il y a énormément de films qui sont réalisés, mais peu de films qui sont diffusés. Ou ils sont diffusés dans la salle d'effet de chez Michel, quoi. Eh ben, puisque t'as la parole, on va passer à ton coup de cœur. Je peux faire agresser. Non, non, ben, J'ai il faut qu'on avance. deux coups de cœur. Eh ben, vas-y. Et je vais aller beaucoup plus vite qu'il y a 2 semaines. Super. Ça t'arrange? Le premier, c'est une biographie. C'est l'autobiographie de David Nivens. Alors, David Nivens, c'est un grand comédien, très grand comédien, classique des années 60-70. Il a écrit ses mémoires, c'est édité chez Séguier. 950 pages, c'est une somme. le pavé. Je viens de le finir. J'étais au chiottes hier matin. Je pense que c'est le bouquin le plus intéressant que j'ai lu Ah, sur merde. Hollywood. Mais c'est Sur vrai. Hollywood. Ouais. Déjà, c'est hyper... Bon, ce qu'on ne savait pas... Alors, moi, je ne savais pas, parce qu'en fait, c'est un regroupement de 2 ouvrages qui étaient sortis dans les années 70, qu'on ne retrouvait plus, ça s'appelait Décrocher la Lune et Étoile filante. Donc, ils ont regroupé ça dans ses mémoires. C'est brillant au niveau de l'écriture. Déjà, le mec, il a un style incroyable. Et c'est plein d'humour. Et donc, bon, il parle de son enfance, mais déjà qui est passionnant, parce qu'il a une vie de dingue, ce monsieur. David Niven a toujours été très classe. C'est avec ce flegme britannique, tu vois, ce ton, tu vois, ce phrasé. Et la partie qui se déroule à Hollywood, il connaît tout le monde, il a vu tout le monde, il a tourné dans plein de grands films. C'est bourré d'anecdotes, c'est super drôle. Enfin, c'est vraiment un plaisir de lecture. Parce que même si vous lisez ce bouquin, vous dites, ah bah ouais, mais là je connais pas, il va parler de gens que je connais pas. Mais c'est tellement drôle et c'est tellement bien écrit. Bon, faut s'effarcer des 950 pages, je dis pas. Mais c'est vraiment un très très grand bouquin. C'est en un volume? C'est un volume, oui. Oui, c'est un bottin, hein. Le truc, c'est super lourd, hein. Mais franchement, c'est vrai plaisir de lecture. C'est 900 pages, pas au format poche, quoi. Non, c'est en broché, tu vois, c'est première, pas C'est un première. dico, quoi. Ouais, c'est clairement. Mais alors, c'est pour ça que j'en parle là en fin d'année. Il est sorti, je crois, en début d'année. Hein. C'est un bouquin que je lis depuis, que je pioche, tu vois, je pioche dedans depuis un bail, hein, parce que tu le lis pas comme ça d'une traite. Mais c'est vraiment super. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. T'as vu, ça allait Merci. vite. Hein. Ah bah, parfait. Ouais. Deuxième coup de cœur, ça va aller très vite aussi. C'est un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Too Late, de 2015. Il n'a pas été distribué en France. J'ai pu le voir grâce à la chaîne Shadows, donc je parle de nouveau de la chaîne Shadows. On va les contacter et puis on va. Oui, mais parce que sur Shadows, créer un partenariat. déjà il y a toujours une bonne sélection, tu vois, de films, souvent des films, des films d'horreur, des thrillers, des machins, mais souvent des films dont j'ai entendu parler, ou alors des vieux films que j'ai déjà vus, mais souvent des films que tu peux voir en festival. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. C'est réalisé par Dennis Hawke. Alors très rapidement, hein, donc c'est un enquêteur privé qui parcourt Los Angeles pour retrouver une femme qui a disparu. C'est avec John Hawkes, un mec qu'on avait découvert dans la série Deadwood. Je pense que ce film-là, donc c'est fait c'est chapitré un peu, tu vois, comme film. Chaque chapitre est tourné en plan séquence. Ouais, c'est avec John Hawkes. Il nous montre une photo. Et tout est tourné en plan séquence. Chacun des chapitres, c'est un récit un peu éclaté, tu vois, un peu à la Pulp Fiction. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, si Tarantino, après avoir fait Pulp Fiction, n'avait plus eu de succès, si Pulp Fiction avait été un bide, il aurait fait ce film-là, un film pur indé, avec les références du cinéma indé, les références de Tarantino, avec cette gouaille, avec cette écriture, avec ces personnages vraiment pittoresques, un peu badass comme ça. Enfin, un film vraiment chouette. Déjà, je trouve assez brillant de la manière dont il est filmé. Vraiment, parce que c'est cette accumulation comme ça de plans séquences qui détermine chaque chapitre.
et le truc qui s'embrique à la fin, tu vois. Donc déjà c'est plutôt toujours bien pensé, même si on a déjà vu ça, qu'à la fin tu dis ah voilà, j'arrive à remettre le puzzle tu vois, en place. Et puis ouais, le film est vraiment super fun. Il y a des moments qui sont très beaux, très attendrissants. Il y a une violence, mais elle est jamais vraiment graphique. Elle est toujours suggérée, et puis elle plane, mais en même temps plane aussi une certaine tristesse, une certaine mélancolie. C'est vraiment un beau film, vraiment un gros beau coup de cœur. Donc Too Late sur Shadows. Vous pouvez le voir sur Shadows. Plateforme de streaming à 4,99€ par mois. C'est ça. Ouais. On fait encore de la promo. Tu vas laisser ta place à Thomas, merci. Et en attendant que Thomas s'installe, Julien, si tu veux nous partager ton coup de cœur. Alors, ouais, bien sûr. Alors, tenez, je vais vous faire passer en même temps, donc comme ça vous allez pouvoir jeter un coup d'œil en même temps que je fais ma reco. Alors, je prends un petit peu la place d'Éléonore aujourd'hui parce que je sais je crois qu'elle l'a lu aussi. Je vais vous parler d'une BD. Une BD s'appelle Jour de sable. Voilà, vous pouvez la voir. Donc, c'est un roman graphique. Ça a été écrit et dessiné par Aimé de Jong. Je sais pas exactement comment ça se prononce, c'est de Jong. C'est une BD qui est sortie cette année, en mai 2021. Et ce roman est magnifique. Alors, c'est aussi un bon pavé, hein. Il doit faire 300 pages, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'est donc pour voir le pitch un petit peu, on va suivre les aventures d'un jeune photographe qui s'appelle John Clark. C'est un gars, il fait la rubrique des chiens écrasés, quoi. Hein. C'est un mec qui aimerait bien un jour faire un grand reportage, faire des choses comme ça. Il a de l'ambition, en tout cas. Il est très jeune, il a 22 ans dans le livre. Et donc on est au milieu des années 30 aux États-Unis, et il va être mandaté par la FSA. Alors à l'époque, c'est ce qu'on appelle la Farm Security Administration. Donc si tu veux, c'est une agence gouvernementale qui, à la suite d'années très difficiles pour tout ce qui était agriculture, faisait différentes actions pour essayer justement de venir en aide à cette population qui en bavait, clairement qui en bavait, quoi. Et du coup, ce jeune reporter, il va être envoyé dans le Dust Bowl. Alors le Dust Bowl, c'est une région aux États-Unis, c'est centre-sud des États-Unis. Si on devait faire un cercle, voilà, il serait un petit peu sur le Texas, le Kansas et l'Oklahoma, et un peu le Nouveau-Mexique aussi. Et du coup, voilà, donc il est envoyé là-bas pour normalement faire des photos de ce qui se passe là-bas pour essayer donc de sensibiliser les gens et pour leur apporter quelque chose. Et voilà, donc ça va être l'aventure de ce gars-là qui va être confronté à une réalité très très dure. Alors c'est très documenté, hein. Il y a aussi ce qui est très bien dans cette BD, c'est que il y a les photos qui étaient de l'époque. On nous informe un petit peu aussi à la fin du bouquin sur la documentation à laquelle s'est référée la dessinatrice et enfin l'autrice de cette œuvre, qui est vraiment bien. Et voilà, dans le fond déjà c'est très intéressant. D'accord, quand tu vois en plus c'est la réalité terrible, c'est vraiment très très dur. Et dans la forme, le dessin est magnifique. Il y a des planches qui sont incroyables, l'ancrage il est j'aime bien la BD, hein, et là franchement c'est un truc qui te prend, c'est très très beau. Et voilà, même la mise en page est relativement originale, tu vois, avec des inserts. De temps en temps tu vas aussi avoir de vraies photos d'époque et tout, donc c'est vraiment beau. Voilà, c'est poétique, c'est riche, c'est passionnant, c'est un très très beau, c'est un BD qu'on m'a offert. Okay. C'est un one shot, il y a pas de suite, il y a rien, c'est une belle aventure humaine aussi. Dure mais belle, et puis voilà, c'est vraiment, si vous voulez vous faire plaisir et que vous cherchez, donne-nous le titre. BD, c'est Jour de sable. Ok, merci. Je vais vite fait faire mon coup de cœur, comme ça tu pourras terminer tranquillement. Thomas, moi c'est pareil, hein, c'est une découverte en relation avec un de nos sujets dans l'actualité. C'est encore et toujours un podcast de France Culture. Ils sont chouettes, hein. Franchement, ils sont c'est ça. Et c'est un podcast documentaire qui vous retrace et qui vous raconte l'histoire de Diego Maradona, où se mêlent petits, grands récits, témoignages des gens qui l'ont connu, etc. C'est pas très long, ça s'appelle La Grande Traversée Diego Maradona, un enfant de la balle. Un podcast documentaire de 5 épisodes d'1 heure. Plutôt sympa, avec des voix, les intervenants en VO, mais pas sous-titré, mais traduite, doublée, voilà, en français. Mais c'est pas, en fait, ils effacent pas la voix originale tu l'entends dans le fond. Tu l'envoies dans le fond, et voilà, c'est ça.
Et donc c'est très intéressant et j'ai pas écouté les 5 heures mais j'ai écouté les 2 premiers épisodes et c'est vraiment chouette. Donc je vous conseille si vous Maradona, il y voulez a de quoi faire, quoi. voilà, si vous voulez rester dans le domaine de Diego Maradona, et ben c'est le podcast de France Culture, Grande Traversée, Diego Maradona, un enfant de la balle. Voilà tout. Et on va passer au coup de cœur de Thomas qui nous a rejoint pour sa deuxième participation à notre podcast. Bah oui, il y avait un petit goût de reviens-y. Donc C'est ça. voilà. J'interviens à la toute fin, c'est comme les scènes post-génériques, on attend que ça. T'écoutes. Mon petit coup de cœur, mon beau coup de cœur, c'est le dernier film de Yvan Attal, Les choses humaines. Oui, je Et, suis d'accord. c'est un. Oui, tu l'as vu aussi. On est Je l'ai d'accord. vu. Oui. Ah, Je l'ai vu il y a 2 jours. Oui. Moi, j'ai Ouais. peur de le voir, ce film, en fait. Alors justement, j'avais peur de le voir, j'avais peur d'un certain opportunisme, c'est-à-dire Ouais, qu'en ce ça. moment, c'est depuis Balance ton port, MeToo, c'est un peu des sujets un peu casse-gueule. Yvan Attal, c'est pas le plus subtil, le plus fin, donc j'avais en effet, je craignais un discours très soit d'un côté très blanc ou très noir, le gars c'est le salopard, machin. Et en fait non, le film est sur la vérité, mais sur les vérités, c'est-à-dire la vérité de lui, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent, L'interprétation de chacun. voilà. Elle, est-ce que c'est une victime ou plutôt est-ce qu'elle est dans la manipulation, dans le mensonge? Donc je veux juste pitcher en 2 petites Et alors secondes. oui, je vais pitcher. Donc en fait voilà, c'est l'histoire elle est toute simple. C'est un jeune homme qui rencontre une jeune femme et ils se fréquentent et le temps d'une nuit, Ponctuellement. le temps d'une nuit même. Hein, c'est une fête. Et le lendemain, quelques jours après, les flics débarquent chez lui. Il est accusé de viol. Ils se connaissaient avant, tous Et les tu deux ne connaissais pas. En fait, si tu veux, sa mère, donc sa mère est interprétée par Charlotte Gainsbourg, est maquée avec Mathieu Kassovitz. Celui-ci a une fille, et donc c'est la jeune fille en fait. Tu vois, Oui, et- d'accord. Et demi-sœurs par alliance quoi. Oui, ça, c'est- par Mais alliance, c'est la ça. première rencontre. Mais ils le savent, tous les deux? Qui sont demi. Oui, Oui, ouais. non, bien sûr. Ils se rencontrent lors d'un repas et les parents les invitent. Maintenant je pars, je vais ma veste et je vais à une soirée. Ah bah tiens, emmène Charlotte. Je sais même plus si Ah oui, elle s'appelle d'accord. Charlotte. Allez Charlotte, ça te fera du bien d'aller à cette soirée. Ils vont Et à cette suite à ça, soirée. ils couchent suite à ensemble, ça- quoi. Oui. Voilà. Ils couchent même Enfin, pas ils couchent ensemble. ensemble. Non, ils Non, couchent elle, pas elle ensemble. l'accuse de viol. Voilà. Voilà, voilà, il va se passer un truc, c'est une soirée un peu arrosée. Lui, il est avec ses potes, il est en mode beuverie. Elle, tu vois que c'est la nana qui sort pas beaucoup. En plus, elle fait partie d'une famille, enfin, sauf sa mère est juive Juif très pratiquante. Donc, elle est plutôt, c'est un peu la fille un peu studieuse, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Et suite à ça, donc, elle vit mal l'échange qu'ils vont avoir. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est malin dans le film, c'est que cet échange-là, cette scène-là, ce viol, J'avais elle montré. n'est jamais montrée. Mhm. Donc en fait, toi, il y a 2 parties dans le film. Tu as la partie contextuelle, où on va voir comment, que ce soit lui ou elle, ou même les familles autour vivent le drame. Et tu as aussi la partie du procès, qui est une longue partie dans le film. Et en fait, nous, on est des jurés dans le procès, clairement. Parce qu'en plus, on a vraiment spectateur, ouais, t'as on l'impression a les d'être. Ouais. on a les plaidoiries, c'est un long plan. T'as un plan séquence sur les plaidoyers des 2 avocats et du coup on nous parle et c'est à nous spectateurs, nous jurés, de déceler quelle est la vérité. Et voilà. Et donc évidemment je ne dirai pas la fin du film, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas on fait vraiment appel au point de vue, aux différences de point de vue. Et aux références de chacun et à aux références de chacun et à ton éducation et à ce que Tout à fait. ce que tu considères la normalité alors que quelqu'un d'autre n'a pas la même normalité que toi, tu D'accord. vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Toi, t'as l'impression d'être dans ton bon droit parce que t'as toujours évolué comme ça, parce que c'est ton contexte familial, c'est ton éducation et que t'as toujours agi comme ça sans avoir de soucis. Et toi, tu considères que c'est la norme, alors que la personne d'en face. J'en dis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Il y a un peu un effet, j'ai oublié le nom du film, avec le divorce, là, dont on avait parlé, le film indé, là. Oui, le nom. Rappelle-moi, Mathieu. Vous aviez tous adoré, là. Oui, c'est celui en huis clos qui se passe avec la femme juive qui essaye de divorcer de son mari. Non. Le film Ah, avec Jusqu'à la l'enfant, garde. Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, Voilà. ouais. Pardon. Jusqu'à Oui, la jusqu'à la Il y a gare. un côté, Ouais, j'ai ouais, l'impression, jusqu'à la garde, où on sait pas si c'est lui, c'est elle, c'est qui a tort, qui a raison, et on laisse le le micro, je me spectateur, permets. Non, mais ce qui est fascinant en fait avec ce film-là, c'est que c'est très rare déjà en France d'avoir des films de procès, qui est un genre typiquement américain, comme chez Otto Preminger. Et là, quand vous nous expliquez, tout le dénouement se fait par le
biais du procès et l'interaction qu'il y a entre les jurés. Mhm. Tu vois. Et c'est typiquement ce qu'on voit dans le cinéma américain. C'est un genre, même le film de procès. Alors que chez nous, en France, il n'y en a pas pléthore. Hein, Non, dans c'est les- pas à faire. Et les films procès, c'est vite casse-gueule parce que c'est très statique, hein, le film. Donc il faut être ingénieux dans la mise en scène. Ouais, clairement. C'est ce qu'il fait clairement. En tout cas, voilà, je salue vraiment la démarche, la manière dont il a traité ce sujet qui était pas évident. C'est très malin. Et le casting, hein, un mot sur le casting. Oui. Il y a donc Charles Gainsbourg, Mathieu Kassovitz. Le héros est joué par le fils de Laurent Attal. Et ça, c'est hein, très, et qui est très bien, très bien. Enfin, mais je veux dire, ça, c'est assez exceptionnel. Tu mets en scène ton fils qui joue entre guillemets, un salaud, qui a des comportements entre guillemets, salaud. Et en fait, sa mère dans le film, Charlotte Gainsbourg, est sa vraie mère dans la vie aussi. D'accord. ah Donc oui. en fait, Ouais, c'était elle, en famille, ça fait un effet miroir et elle a dit que Ah. c'est une volonté éducative, peut-être. La volonté, c'est d'éduquer vos garçons. C'est ce qu'on répète toujours, éduquer vos enfants, éduquer vos garçons. Donc là, ils le font par un film. C'est que, non, mais- alors c'est une éducation qui coûte très cher. Éduquer son film, c'est à chaque Tu fois, peux faut le éduquer faire. son fils, faut faire un film, et c'est pas mal. Et un petit mot au niveau du Effectivement. casting, moi j'ai été complètement scotché par Pierre Arditi que Oui. j'avais pas vu depuis longtemps et que j'avais surtout pas vu aussi bon, Qui joue le père Depuis longtemps. de l'inculpé. qui joue le père de l'inculpé et qui fait un célèbre journaliste politique alors, France 2, sur voilà, France Télé. peut-être une allusion à un personnage célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas qui fait qui est vraiment un séducteur. On voit clairement que les femmes défilent dans son lit comme dans sa vie. Et c'est ce modèle-là qui est remis en cause aussi. Donc D'accord. Mais allez le voir. Oui. Et il est. Moi, je savais même pas combien de temps il durait. Il est assez long, 2h20. Ouais. 2h20. Mais Ça passe vite. ça passe très très vite parce que effectivement une bonne partie du film c'est le procès et t'es assez bluffé par cette séquence-là et t'es toujours là ballotté entre non, il l'a fait. Non, elle ment. Non, en fait, elle dit Ah la ouais, vérité. c'est très Et très lui, bien il ment. cette position. Et puis, et tu sais pas. Et en fait, tout est une question d'interprétation, quoi. Ok. Cool. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Thomas, de ta participation pour Merci. cette rubrique des coups de cœur. Merci les garçons. Merci Mathieu, qui est pas tiré loin de nous. Et on vous remercie. Hein? Tu nous observes et merci à vous les auditeurs de nous suivre. Je vous invite à vous abonner, comme tous les 15 jours, à notre podcast La Nuit Américaine sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez la noter et la commenter sur Apple Podcast, ça nous aidera beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et en attendant de vous retrouver dans 15 jours, belle semaine à vous. Oui, bah, Enfin, belle semaine, Vous belle aussi, 2 semaines, comment on dit? Belle 2 semaines. Ça se dit. Hein? Une belle quinzaine à vous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.